Bonjour à tous, c'est Shordo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et cette fois-ci, nous allons nous immerger dans l'histoire de Chelsea. Et quelle histoire! Et contrairement aux autres vidéos, je ne vais pas vous faire une introduction avant le générique. Après, si vous avez vu la miniature et le titre de la vidéo, vous savez plus ou moins de quoi ça va parler. Mais je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette vidéo, la narration sera un peu différente et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Cette histoire se déroule il y a 10 ans en 2012. Et c'est de très loin l'histoire la plus extrême et dangereuse que Chelsea n'ait jamais vécue de sa vie. Cette histoire, une fois encore, se déroule aux États-Unis, pendant l'été 2012. Chelsea venait de se marier avec son petit ami Brooke. C'était son premier amour rencontré sur les bancs du lycée. Même si tous les deux étaient encore étudiants et donc n'avaient pas forcément les moyens de vivre dans une abondance extrême, ils n'en étaient pas moins extrêmement heureux ensemble. Ils avaient pour habitude, pendant les week-ends, de se réunir avec leur bande d'amis autour d'un bon film au cinéma. Chelsea précise dans son histoire que elle, son mari et leur groupe d'amis sont des vrais cinéphiles. Ils ne ratent jamais une première au cinéma et ils sont tout le temps au cinéma. Du moins, autant se faire que peu. Par chance, il y avait un cinéma juste en bas de la rue de leur appartement, qui en plus avait des billets de cinéma vraiment pas chers. Une soirée à moins de 10$ s'annonçait parfait pour leur petit budget. Et ce jour-là, le 19 juillet 2012, un de ses amis l'appelle. En effet, dans le cinéma juste à côté de chez eux, se trouve, cette soirée-là, l'avant-première, la grande première du nouveau blockbuster de Christopher Nolan, Batman The Dark Knight Rises. Et voici son histoire. Je venais à peine de finir de réviser il y a 30 minutes. J'avais qu'une seule envie, c'était de me reposer. Je voulais vraiment m'écraser contre mon lit. Mais en même temps, je ne voulais pas manquer le plaisir de cette grande première. En plus, c'était un film que j'attendais depuis longtemps. Oh, et puis, à mon âge, rester debout plus tard que d'habitude et louper quelques heures de sommeil, ça va pas me tuer, non? Nous nous sommes donc retrouvés aux alentours de 22h30 devant le cinéma. Alors que nous pénétrions à l'intérieur du cinéma, nous sommes passés devant des affiches et des grandes découpes en carton de Catwoman et Batman. On a aussi été accueillis par l'odeur du popcorn au beurre, les bruits et lumières de la salle d'arcade d'à côté, des enfants qui jouaient tout déguisés, et par les bavardages endiablés des cinéphiles surexcités. La billetterie était sur la droite de l'entrée, et juste au-dessus se trouvait une liste électronique des films en cours. Notre première de Batman était affichée là-haut, en lettres rouges vives. Étant paranoïaque que les billets se vendent rapidement, un de mes amis est passé un peu plus tôt dans la journée et a acheté les billets pour nous. Nous avons donc contourné la file d'attente et sommes allés directement au preneur de billets. Elle nous a alors souri et nous a gentiment dirigés vers la salle 9. Si seulement j'avais su à ce moment-là qu'autour de moi, dans la foule, un tueur rôdait. Qu'en marchant sur ce tapis rouge et violet menant à la salle de cinéma, j'aurais pu marcher jusqu'à l'échafaud, jusqu'à ma mort. Pour être honnête avec vous, j'y pense souvent, peut-être chaque jour. À chaque réveil, à chaque coucher, ce que j'aurais fait si j'avais su. Je vais vous faire une confidence, j'en rêve souvent. Je tire l'alarme d'incendie et j'appelle la police. Je crie le plus fort possible pour que les gens puissent fuir, pour que ce carnage ne se produise pas. Et je me réveille, seul, dans mon lit. Bien sûr, Chelsea, suis-je bête? Je n'avais aucun moyen de savoir à quelle horreur j'allais assister, inconsciente du péril dans lequel j'entrais. J'ai alors poussé les portes de la salle 9. Le couloir de ce théâtre avait la forme d'un U, où vous pouviez aller à droite ou à gauche. La salle 9 était la plus grande du bâtiment. Ils avaient sorti le grand jeu pour cette première de Batman. L'écran était encore gris et immobile. Même les avant-premières n'avaient pas encore commencé, car il restait encore une bonne heure et demie avant que le film ne commence réellement. Je me souviens avoir été surpris à quel point le théâtre était déjà bondé. Presque tous les sièges étaient déjà occupés à notre grande consternation. Mais dans ce théâtre, il y avait une section de sièges juste devant l'écran. Cette zone était plate, il y avait environ 5 rangées de sièges. Beaucoup de sièges étaient vides, dû au fait, probablement, que s'asseoir juste devant l'écran, franchement, c'est pas terrible. Un de mes amis a finalement trouvé une rangée où il y avait 5 sièges de disponibles, parfaits pour notre groupe. Mon mari, Brooke,
était assise sur le siège le plus à l'extrémité de la rangée. Je me suis donc tout bonnement assise à côté de lui. Et mon amie Samantha s'est assise à son tour à côté de moi. Et je me rappelle comme si c'était hier, nous avons passé les minutes suivantes à bavarder avec désinvolture, à plaisanter et à rire de tout et de n'importe quoi. Au bout d'un certain temps, mes amis sont sortis de la salle pour acheter des boissons et ce fameux popcorn de cinéma si addictif. Vous savez, celui que vous commencez à manger en vous jurant de ne pas tout finir tout de suite, pour finalement tout manger avant même que la séance commence. Pendant leurs petites escapades aux confiseries, Brooke et moi avons passé notre temps à regarder les gens. Les bandes annonces n'avaient pas encore commencé, donc le cinéma était encore relativement éclairé. Nous arrivions facilement à distinguer chaque visage les uns des autres. Et il y avait beaucoup de personnes avec des goodies du film, comme des casquettes ou des t-shirts. Il y avait aussi beaucoup d'enfants présents sur cette séance, ce qui n'était pas vraiment surprenant, même si c'était un jeudi soir. Tout simplement parce que c'était les vacances d'été, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'école le lendemain. Et laissez-moi m'échapper à une autre confidence. De toutes les personnes que j'ai vues, la personne que je n'oublierai jamais était la petite fille assise sur notre rangée à quelques sièges de là. Elle était vraiment mignonne, blonde aux yeux bleus, le regard malicieux et l'air enthousiaste. Et elle avait dans ses mains toutes sortes de confiseries, comme des pop-corn ou des barres chocolatées. Elle avait d'ailleurs l'air de se battre avec son père pour savoir qui pourrait manger le plus de confiseries avant le début de la séance. Dans l'ensemble, les gens autour de nous étaient vraiment enthousiastes à l'idée de voir cette première du film Batman. Il régnait une ambiance de fête et d'amusement. Après ce qui semblait être une éternité, les lumières ont finalement commencé à s'éteindre et les avant-premières ont commencé. D'une façon assez hasardeuse et même nonchalante, j'ai jeté un coup d'œil au panneau sortie de secours vert vif, qui se trouvait sur les deux côtés de l'écran. Puis, pour être honnête avec vous, je n'ai pas vraiment regardé les bandes annonces. Je fais partie de ces personnes qui viennent uniquement pour voir le film. Et lorsque le film a commencé, le théâtre a éclaté en acclamations et en applaudissements. Le titre du film, The Dark Knight Rises, a explosé à l'écran. Cela a été suivi par la scène où Bane détourne un avion. J'ai trouvé cette scène plutôt cool. Et c'est que lorsque le film a commencé à devenir un moins intéressant que je me suis rappelé à quel point j'étais fatigué. Je me suis donc endormi. Ne me jugez pas trop vite ou ne soyez pas trop dur avec moi. Je sais, c'est la première d'un film que tout le monde attendait. J'avais de la chance d'une certaine façon de voir ce film. C'était juste que j'étais réveillé depuis plus de 20 heures, donc autant vous dire que je commençais vraiment à être au bout de mes forces. Quand j'ai rouvert les yeux, Bruce Wayne était sur son ordinateur recherchant des informations sur Catwoman. Et c'est la dernière scène du film que j'ai vue. Je n'ai jamais pu voir la fin du film. Tout à coup, un énorme a éclaté du côté gauche du cinéma. J'ai crié un peu parce que ça m'a fait sursauter et j'étais pas vraiment sûr que ça venait du film. Puis une odeur étrange a commencé à remplir le cinéma. C'était une odeur de poudre, comme celui d'un feu d'artifice entre amis le soir de Nouvel An. Bon Dieu, mais qui a lancé un feu d'artifice en pleine séance de cinéma ? Puis, j'ai remarqué une silhouette proche de l'écran qui a attiré mon attention. À cette distance, il n'était qu'un cadre noir sur l'écran lumineux du cinéma. Une série de petites lumières clignotantes provenaient de cette personne. Ce fut un moment étrange, comme un flottement. Le temps s'est littéralement ralenti et tout est devenu étrangement silencieux. J'étais complètement tétanisé, incapable de bouger et juste incapable même de penser. C'est comme si tout mon corps avait complètement cessé de fonctionner. Brooke a immédiatement compris ce qui se passait et il m'a attrapé. Il m'a tiré au sol et s'est allongé sur moi, me protégeant de son propre corps. À ce moment, le temps et le son me sont revenus. Je pouvais entendre les coups de feu retentir à travers le théâtre. Les gens ont tous commencé à crier, sans aucune exception. À ce moment-là, j'ai réalisé que les lumières que j'avais vues clignoter étaient en réalité des balles sortant d'un fusil. Une sensation d'adrénaline a inondé mon corps. Je ne pouvais absolument rien faire d'autre que rester allongé là et espérer devant Dieu que les balles que j'ai entendues déchirer les sièges et les murs ne me traverseraient pas non plus. J'étais allongé sur le dos pour essayer de voir tout ce qui se passait. Les lumières du film dansaient au plafond et sur les murs. Notre seau de popcorn gisant sur le sol. À un moment donné, la bouteille d'eau de Samantha qui se trouvait dans le porte-gobelet entre nos sièges a explosé, m'éclaboussant tout le visage. L'odeur de la poudre et de fumée des armes à feu était omniprésente et devenait insupportable. Les gaz lacrymogènes anti-émeute m'ont fait pleurer et tousser sans cesse. Mais il y avait aussi une autre odeur, une odeur métallique que jamais je ne pourrai oublier. Tout à coup, les choses sont devenues étrangement calmes. Les balles s'étaient arrêtées,
pour une raison que j'ignorais. Et à ce moment-là, Tommy, le copain de Samantha, a crié « Sortons d'ici !» Nous avons profité de cette occasion, de cette courte accalmie inopinée, et nous avons fui. Nous avons déambulé, tant bien que mal, marche après marche, les escaliers menant à ce panneau exit vert vif. Et une fois arrivé, il était difficile de trouver la porte. Mais bon Dieu, où elle était? Difficile de voir dans la pénombre et avec le gaz lacrymogène. Et enfin, mes mains ont fini par sentir la poignée de la porte en métal, et j'ai poussé cette porte de toutes mes forces. La porte s'est ouverte à la volée, et la lumière d'un lampadaire voisin a commencé à inonder nos yeux. Nous avons poussé si fort sur la porte que nous sommes tous tombés sur le béton. Alors que j'étais en train de me remettre sur mes pieds et que je courais littéralement pour sauver ma vie, j'ai réalisé que mes jambes étaient rouges, absolument imbibées de sang. J'ai vérifié mon corps, enfin, j'étais en train de fuir. Si j'étais blessé, je l'aurais remarqué quand même, non, je suis pas stupide. Mais d'où pouvait provenir ce sang? Malheureusement, je n'ai pas eu à réfléchir très longtemps. En regardant derrière moi, pour voir qui était en train de me suivre, j'ai vu que mon mari était blessé à la jambe. 2 personnes étaient en train de l'aider pour fuir. Brooke semblait à bout de force, impossible pour lui d'avancer seul. Et j'ai continué à réfléchir en fuyant. Il était sur moi pendant la fusillade pour me protéger. Il a sûrement dû recevoir un impact de balle, et son sang a dû couler sur ma jambe. Et mon raisonnement fut arrêté à la vue d'ouvriers travaillant sur le bâtiment en face du cinéma. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai crié, comme si j'étais possédé. J'ai crié de toutes mes tripes, de toute mon âme, que par pitié, quelqu'un nous vienne en aide. Dès qu'ils ont entendu mes cris, ils ont arrêté immédiatement de travailler et sont venus à notre rencontre. Ils ont d'abord porté Brooke le long du trottoir pour l'éloigner du bâtiment au maximum. C'était assez loin maintenant, probablement une dizaine de mètres. Mon mari s'est alors effondré d'épuisement et de douleur, murmurant qu'il ne pouvait plus bouger. Je tremblais. Je me suis agenouillé à côté de Brooke et j'ai regardé autour de moi pour voir qui d'autre était blessé. Tommy avait reçu une balle dans la jambe et dans la hanche. Il se trouvait un peu plus loin sur le parking. Les parents des 2 enfants étaient à côté d'eux, leur mère était en train de saigner et elle était à la limite de rejoindre les limbes. Cette famille s'était échappée en même temps que nous. Je suppose qu'ils ont également entendu les balles s'arrêter et ont également décidé de s'enfuir. Ce jour-là, à cet instant, nous avons tous réalisé sur ce parking que nous avions eu beaucoup de chance, car pendant que nous essayions tant bien que mal de fuir, la fusillade, elle, continuait de plus belle. J'étais en train d'aider mon mari quand j'ai entendu la police arriver. Elle est venue très vite. Je dirais que nous étions dans la rue pendant 1 minute, ou 2 peut-être, avant que les sirènes rouges et bleues éclaircissent les pénombres de la nuit. Une femme policière est restée avec nous jusqu'à l'arrivée des premières ambulances, ce qui malheureusement prit beaucoup plus de temps. Brooke a été l'un des derniers à être transporté à l'hôpital. Il continue à saigner pendant environ 20 minutes avant qu'une ambulance daigne enfin le prendre avec lui. J'étais tellement en colère, mais avec le recul, et ce que j'ai appris par la suite, il y avait des cas bien plus graves que mon mari. À ce stade, il était devenu presque insensible, et il était au bord de l'inconscience. Plusieurs hommes massifs se sont précipités à son chevet pour le déposer sur une civière. Malheureusement, comme si cette soirée d'enfer ne finissait pas, je n'ai pas pu l'accompagner dans l'ambulance. Il y avait une autre personne blessée. Je me suis retrouvé donc seul, devant le cinéma, mes habits nappés de sang qui n'étaient pas le mien, sans savoir où mes amis étaient, aérés tel un feu follet à leur recherche. Marcher dans la foule ressemblait à un rêve. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Les gens étaient hystériques et pleuraient. Beaucoup de gens comme moi étaient couverts de sang. Je peux vous assurer que ce jour-là, j'ai vraiment compris le sens du mot « chaos ». J'ai traîné avec ces gens pendant un moment, alors que la police envahissait la zone et nous demandait ce que nous avions vu à l'intérieur du théâtre. Tout le parking était verrouillé et nous n'allions pas être autorisés à partir de sitôt. Mais finalement, aux alentours de 2h30, 3h du matin, la police a commencé à laisser partir les gens. Ni 2 ni 3, j'ai pris ma voiture, sans prendre même le temps de rentrer chez moi, de récupérer mon téléphone, d'appeler mes proches. Non, j'étais trop en colère, contrarié, effrayé et surtout très probablement dans un état de choc très avancé. Est-ce que j'allais vraiment perdre Brooke à 1 mois de notre anniversaire de mariage à cause d'un psychopathe armé? Heureusement, au moment où l'aube s'est levée, j'ai trouvé l'hôpital dans lequel il était soigné. C'était environ à 45 minutes du cinéma si vous respectiez les vitesses de circulation. Bon Dieu, j'étais si heureuse d'être là, de l'avoir trouvé, et le personnel de l'hôpital était si compréhensif avec moi, si bienveillant. Après avoir vérifié mon état, ils m'ont placé dans la salle d'attente des soins intensifs, là où Brooke allait être placé une fois son opération finie. J'étais tellement contente qu'il soit vivant, qu'il ait survécu. Bien que,
beaucoup d'autres personnes n'aient pas eu la même chance. J'ai découvert le lendemain, après un sommeil bien mérité sur un canapé d'hôpital, que 12 personnes avaient été tuées dans cette fusillade et environ 50 personnes blessées. Tommy a été transporté d'urgence dans un autre hôpital à l'arrière d'une voiture de police. Il a subi une intervention chirurgicale et s'est complètement rétabli. Et ce qui me brise le cœur encore aujourd'hui, c'est que la petite fille blonde, assise sur ma rangée, n'a pas survécu. Elle a été abattue de plusieurs balles. Un policier en larmes a essayé en vain de la réanimer. Cela fait si longtemps maintenant que la fusillade a eu lieu que nous avons réussi à nous en remettre, petit à petit. Cet événement horrible nous laissera une cicatrice à coup sûr, pour toujours. Mais laissez-moi vous parler d'une dernière chose, de la chose la plus terrifiante de cette histoire, le tireur lui-même. Au fil des années, j'ai beaucoup appris sur lui. Croyez-moi, je le connais très bien maintenant. Ce type allait à l'école de neurosciences ou quelque chose comme ça. Je suppose que c'était un mec intelligent. Cependant, pour des raisons inconnues, il voyait régulièrement un psychologue où il était sous traitement lourd, car il était obsédé à l'idée de tuer des gens. Il disait sans cesse que c'était pour augmenter son capital humain. Après avoir abandonné ses études, il a déménagé et a choisi mon état, pour finalement choisir mon cinéma local pour faire sa tuerie. Il avait planifié depuis des mois et des mois son attaque sur le cinéma. J'ai même appris qu'il nous a suivis dans le couloir pour sortir du cinéma. La seule raison pour laquelle il ne nous a pas tués à ce moment-là, c'est son fusil d'assaut qui s'est enrayé. D'où cette courte accalmie pendant la fusillade. Ce soir-là, il a pris un billet pour la salle 8. Mais remarquant qu'il y avait plus de monde dans la salle 9, il a changé de salle. Il était dans les premiers rangs, et ce qui m'effraie le plus, c'est que j'ai sûrement dû le croiser sans même le savoir. Pendant le film, il s'est levé et est sorti du cinéma. Il est ensuite allé à sa voiture pour s'armer, puis il est revenu dans le cinéma. Pour le reste, vous connaissez déjà la suite. J'ai appris que les forces de l'ordre l'ont retrouvé dans sa voiture. Ils l'ont arrêté sans aucune résistance. Cela veut dire qu'il aurait largement pu tuer davantage de personnes dehors sur le parking. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas et je sais toujours pas ce qui l'a empêché de tirer sur les gens qui se trouvaient là. Mais il aurait facilement pu tous nous abattre. Avant de commettre son odieux crime, il s'est teint les cheveux en rouge et a mis des lentilles noires. Il a même pris des photos de lui avant d'aller au cinéma, photos qui ont été montrées au tribunal. Et en parlant du tribunal, je n'oublierai jamais de me lever alors qu'ils appelaient mon nom, de marcher dans la rangée centrale devant ma famille, d'autres survivants et des foules de journalistes et youtubeurs traits d'horreur avides de nouvelles. Ce que je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle est son regard vide. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, mais je n'ai vu aucune âme ce jour-là. Et Chelsea finira son histoire par toi, l'homme qui a commis la plus grande fusillade du Colorado, toi qui as volé cette innocence à cette fille de 6 ans, je n'espère ne jamais te revoir. Cette fusillade va donc faire 12 morts, dont Veronica Moser Sullivan, 6 ans. Le tueur, James Holm, va être condamné à la prison à perpétuité sans aucune possibilité de remise de peine. Suite à cette fusillade, Christopher Nolan, producteur et réalisateur du film, dira « La salle de cinéma est ma maison, et l'idée que quelqu'un puisse salir cet espace innocent et plein d'espoir d'une façon aussi incroyablement sauvage est impardonnable. » Christian Bale, acteur principal du film quant à lui, se rendra directement au Colorado et rendra visite aux familles des survivants. Et avant de finir cette histoire, sachez que cette fusillade se déroule pendant la campagne de réélection de Barack Obama. Et vous devez savoir que ni Barack Obama, ni son opposant politique Mitt Romney ne va parler de la dangerosité de porter des armes aux États-Unis. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo était légèrement différente. J'ai pour habitude de faire des traits d'horreur à la 3e personne. Dans cette histoire, c'était principalement à la 1re personne. Pour essayer de vous faire entrer davantage dans son histoire et dans le traumatisme, dans l'horreur que ça a pu être. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de continuer à regarder mes vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Portez-vous bien, c'était Chando. Ciao. Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Vous êtes de plus en plus à le faire et je vous en remercie énormément. N'oubliez pas, vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, comme mon TikTok ou mon Instagram, ou alors rejoindre mon Discord si vous voulez parler directement avec moi pour me raconter vos propres histoires. L'auto-promo étant fini, c'est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous immerger ensemble dans l'histoire
l'histoire de Margot. Elle va nous raconter une expérience qu'elle a vécue alors qu'elle était locataire d'un appartement, de son premier appartement. Et peut-être, enfin je ne vous le souhaite pas particulièrement, il est possible que vous ayez déjà vécu une histoire similaire. Une chose est sûre, c'est que après cette histoire, vous allez faire très attention à votre appartement et vous risquez de fermer votre porte à double tour. Margot, et pour ne pas changer, vous commencez à avoir l'habitude, est une jeune américaine de 18 ans. Elle vit et l'histoire se déroule aux États-Unis, et plus particulièrement en Floride. Avant même de commencer ses études à l'université, elle a toujours voulu vivre à Paradise Apartments. Elle était naïve à l'époque, mais elle a toujours voulu vivre là-bas. Beaucoup de ses amis y avaient déjà séjourné, et dans la région, ou plutôt dans le coin, on va dire que c'est un complexe d'appartements qui est assez réputé et où tous les jeunes étudiants souhaitent y aller. De beaux appartements donnant sur la plage, de superbes commodités comme des terrains de tennis, des terrains de basket, une grande piscine et une cuisine commune toute nouvelle qui ferait même rougir de jalousie Gordon Ramsay lui-même. Margot savait qu'elle n'utiliserait probablement aucune de ces commodités, mais elle voulait vraiment cet appartement, parce qu'il était proche de la mer et surtout, ils acceptaient les animaux de compagnie. Lorsque le moment est finalement venu pour elle d'avoir son propre appartement, elle a loué le seul appartement encore disponible et s'est précipitée à emménager dans la foulée. Malheureusement, elle réalisera par la suite que l'appartement n'était pas aussi parfait, pas aussi beau qu'elle l'espérait. Effectivement, malgré que le complexe semble, du moins en apparence, être très luxueux ou juste rénové ou juste moderne, il en est tout autre. C'est une ancienne demeure, c'est d'anciens bâtiments qui ont été tout récemment rénovés. Il y avait donc tous les problèmes typiques des vieux bâtiments. La plomberie, l'électricité, les murs fins, la saleté et les fenêtres sans double vitrage. À cause de la pandémie, comme beaucoup d'autres étudiants dans le monde, elle devait principalement faire ses cours en ligne. Mais elle avait une classe en présentiel 2 fois par semaine de 8h à 10h du matin. Elle précise dans son récit qu'elle a une personnalité plutôt casanière. Elle sortait rarement de son appartement pendant la semaine, elle le faisait uniquement pour des raisons bien précises. Comme faire ses courses alimentaires, voir des amis, faire du shopping ou pour se rendre à ses fameux cours en présentiel. Son appartement ressemblait un peu au triangle des Bermudes. Même si elle vivait seule, elle avait du mal avec un appartement faisant uniquement 50 mètres carrés. Oui, comme vous pouvez le constater, les Américains et les Français n'ont pas vraiment la même définition de petit appartement et grand appartement. Au début de l'histoire, Margot avait 2 chatons. Et elle leur reprochait régulièrement de faire disparaître des choses dans l'appartement. Au début, c'était anecdotique, voire parfois mignon. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des choses disparaissaient chez elle, jour après jour, parfois de la nourriture et parfois des objets quelconques. Cela prenait une telle proportion que je pensais que j'étais devenue folle. Et je me disais que j'avais sûrement déjà dû manger le plat la veille, ou un autre jour, ou que cet objet n'avait jamais été là, ou bien que mon copain a dû le prendre, ou une amie, ou j'ai dû le donner à quelqu'un. Je commençais vraiment à devenir folle. Puis un jour, alors que je rentrais plutôt chez moi, à cause d'un de mes professeurs qui était absent, j'ai retrouvé ma boîte dans laquelle je range mes sous-vêtements, dehors, en plein milieu de ma chambre. À cette époque, je n'utilisais pas de commode pour mes affaires. J'étais étudiante, donc j'avais un petit budget. J'avais une sorte d'étagère Ikea où vous pouviez mettre des boîtes en plastique dedans comme des espèces de racks de rangement. Et c'était justement une de ces boîtes qui était ouverte sur le sol en plein milieu de ma chambre. Mais j'aurais juré ce jour-là que j'avais rangé la boîte de sous-vêtements après m'être préparé pour le cours. Mais j'ai pensé cette fois-là que j'avais dû oublier, parce que je devais me lever tôt, parce que j'étais pressé, et que j'étais absolument concentré au fait de ne surtout pas arriver en retard en cours. Croyez-moi, si vous aviez mon professeur, vous ne voudriez vraiment pas arriver en retard. Mais, sans doute paranoïaque, Margot a commencé à penser qu'une partie de son linge disparaissait également, car les vêtements qu'elle déposait dans son panier à linge sale disparaissaient les uns après les autres. Vers la fin de ce semestre, Margot travaillait un soir sur un devoir, quand son petit ami l'a appelé pour lui faire savoir que son colocataire l'avait accidentellement enfermé dans son propre appartement. Elle avait encore une clé de chez eux, alors il lui a demandé gentiment si elle pouvait passer à l'appartement pour lui ouvrir la porte. Mais avant de partir, suite aux disparitions suspicieuses de ses affaires,
elle a commencé à prendre certaines habitudes. Margot a commencé avant chaque départ de son logement à vérifier la place de chaque objet avant de partir. Étendre des petits pièges, laisser la porte ouverte à un endroit précis, mettre un crayon à un endroit pour vérifier si quelqu'un ouvre la porte, laisser une lumière spécifique allumée et une autre éteinte, etc., etc. Lorsqu'elle est revenue à son appartement après avoir sauvé son petit copain, elle va immédiatement se rendre compte que quelque chose a changé. Je suis revenu moins de 15 minutes plus tard. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, car je pouvais voir à travers les stores que la lumière que j'avais laissée allumée était éteinte. J'ai immédiatement appelé mon copain pour qu'il pénètre avec moi dans l'appartement. J'avais trop peur de faire ça toute seule. Nous avons déverrouillé la porte et sommes entrés. Toutes les lumières étaient éteintes dans mon appartement. Pensant que j'avais peut-être une panne de courant, j'ai décidé d'appuyer sur l'interrupteur de la lumière principale. Et elle s'est allumée. Mon petit ami a vérifié tout l'appartement. Personne n'était à l'intérieur. Mais quelqu'un était passé, j'en étais sûr. La lumière que j'avais laissée volontairement allumée était éteinte. Le crayon que j'avais laissé derrière la porte n'était plus à la même place. Quelqu'un avait ouvert la porte de ma chambre. Et mon PC portable que j'avais laissé ouvert sur mon bureau est juste devant moi, gisant toujours sur mon bureau, mais éteint et fermé. Nous avons appelé le numéro d'urgence de la maintenance ou de l'entretien, du manager, appelez ça comme vous voulez, et j'ai expliqué que quelqu'un était entré dans mon appartement et qu'il avait dû utiliser une clé, car il n'y avait aucun signe d'effraction. Le manager ou le responsable de l'entretien, j'imagine, m'a rappelé et m'a dit que je devais imaginer des choses. Peut-être que j'avais oublié que j'avais éteint les lumières avant de partir. Je lui ai assuré que je n'aurais jamais éteint mon ordinateur, encore moins la lumière. Quelqu'un s'était introduit dans mon appartement, c'était une certitude. Je lui ai dit que j'étais extrêmement inquiète, car de toute évidence, cette personne avait une clé pour rentrer chez moi. Soit elle travaillait ici et s'occupait de l'entretien des chambres, soit c'était peut-être un ancien locataire. J'ai demandé s'ils avaient changé les serrures après le départ du locataire précédent, et il m'a assuré qu'ils changeaient systématiquement les serrures après chaque déménagement. Le responsable a suggéré que c'était peut-être un ami qui me faisait une farce, quelqu'un d'autre à qui j'avais donné une clé, mais les seules autres personnes à qui j'avais donné les clés étaient mon petit ami, et sa clé de mon appartement avait été enfermée avec lui dans son propre appartement, donc impossible que ce soit lui, et ma mère, mais qui habitait à 3 heures de route de chez moi. Et puis, de toute façon, ni l'un ni l'autre lui aurait fait une telle blague de la sorte. Le responsable va finalement décider, après plusieurs minutes de pourparlers, de lui envoyer quelqu'un sur place qui va changer la serrure pour la tranquillité d'esprit de Margot. Le responsable m'a réaffirmé que les doubles des clés étaient enfermés dans un coffre-fort spécial qui nécessitait un code personnalisé dont seul le personnel de maintenance avait l'accès. Et qui plus est, dans cette même pièce, il y avait également une caméra de sécurité. Ils ont fini par changer les serrures, mais cela n'a pas affecté les doutes de Margot. Autant qu'elle le sache, il n'y avait que 2 hommes d'entretien qui travaillaient dans le complexe. Un homme gentil et plus âgé, qui ne semblait pas être très compétent et pas très méchant, et un homme plus jeune, avec une barbe hirsute, qui lui donnait vraiment un mauvais pressentiment. Lorsqu'elle a emménagé pour la première fois, le directeur lui avait dit que quelqu'un de l'entretien passerait pour changer les meubles de sa cuisine. Elle a attendu pour déménager ses affaires de cuisine, mais au bout d'une semaine, personne n'était passé pour faire les travaux. Et puis, au bout de quelques mois, elle a fini par complètement oublier. Mais un jour, elle était assise dans son salon, et ce gars de l'entretien est entré sans frapper ni s'annoncer, et Margot n'avait reçu aucun message la prévenant de l'arrivée de l'homme. Il lui a dit qu'il était là pour remplacer ses meubles de cuisine comme convenu. Il lui a fallu approximativement 2 jours pour installer un petit morceau de comptoir. Quelques semaines plus tard, elle sortait de la douche et elle a entendu quelqu'un frapper à la porte. Elle a crié « Juste une minute !» puis s'est dépêchée de mettre quelque chose sur elle. Mais moins de 2 secondes plus tard, la porte a commencé à s'ouvrir et Margot a dû la claquer pour l'empêcher d'entrer. Il m'a affirmé ce jour-là qu'il ne m'avait pas entendu appeler. Il s'est à moitié excusé, même si de vous à moi, c'était à peine convaincant. Une autre fois, elle a trouvé une note indiquant qu'il était venu chez elle, sans donner aucun motif, aucune raison à son intrusion, mais qu'il s'était assuré de faire attention à ses chats et qu'aucun de ses chatons n'était sorti de l'appartement. Et il notera à la fin de son message ceci: « Votre 3e chat est vraiment très mignon. » Sauf que Margot n'a pas de 3e chat. Mais effectivement, quand elle était plus petite, elle avait un chat. Le chat de la famille, qui n'est plus là malheureusement en 2022, mais elle avait un chat avant.
et la seule présence de ce chat qui reste dans l'appartement est une photo d'elle et de son chat qui se trouve dans la chambre de Margot, précisément, vous l'aurez deviné, dans l'étagère à côté de la boîte de sous-vêtements. Et suite à cette intrusion, elle demandera à être prévenue systématiquement 24 heures avant l'arrivée de quiconque et elle voudra être tout le temps sur place. Donc les visites inopinées surprises, c'est fini. Maintenant qu'elle savait sans l'ombre d'un doute que quelqu'un pénétrait son appartement, tout faisait sens. Un petit détail que vous devez savoir, c'est que le personnel d'entretien vit également sur place. Donc cet homme avait la possibilité de connaître tous ses allées et venues. Qui sait combien de fois il s'était déjà faufilé dans son appartement? Combien de petits souvenirs lui avait-il déjà volés? Et peut-être s'est-il déjà immiscé dans son appartement pendant qu'elle dormait. Après l'épisode avec les lumières, elle a mis son propre verrou sur la porte, mais elle n'avait plus aucune confiance envers son propriétaire et le personnel de l'entretien. Sous les conseils de son entourage, elle finira par déménager. Et à cette même période, elle obtiendra également un boulot d'étudiant dans un autre complexe d'appartements concurrents. Dans les derniers jours avant son départ, la mère de Margot est venue sur place pour l'aider à ranger ses dernières affaires et faire le ménage dans l'appartement. Alors qu'elle était seule dans la maison, elle a surpris l'homme de l'entretien en train d'essayer d'ouvrir la porte de la chambre de Margot. Elle a alors exigé de savoir pourquoi, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous essayez de pénétrer dans la chambre de ma fille. Elle a alors exigé de l'homme de lui donner des explications. Il lui dira qu'il était tout simplement là pour repeindre la porte de la maison. Mais ce qui va troubler et alerter la mère de Margot, c'est que cet homme n'avait rien sur lui. Pas d'habit de peinture, pas d'outils de peinture, pas de peinture tout court, il n'avait absolument rien. La mère de Margot lui répondra donc plus ou moins gentiment de rentrer chez lui et qu'il pourrait très bien peindre la porte une fois que Margot aura déménagé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous propose de faire un bond dans le futur de 1 an. L'année qui suivra son déménagement, Margot va faire la rencontre d'un homme. Elle travaille toujours comme agent de location dans ce complexe concurrent au Paradise Hotel et sur son lieu de travail, elle va faire la rencontre d'un homme. Un jour, un homme s'est présenté à mon travail. Cet homme prétendait vouloir louer un appartement pour lui, mais posait des questions très techniques, comme par exemple, est-ce que c'est un endroit sûr ? Puis-je y vivre si j'ai un casier judiciaire? Dois-je donner une caution? Combien de mois de préavis? Soit cet homme était payé par mon employeur pour tester mes compétences, soit cet homme était également propriétaire d'un complexe d'appartements et était définitivement en train d'espionner la concurrence. Et ce qui était le plus étrange, et qui trahissait la véritable identité de l'individu, c'est qu'il portait une montre Rolex à sa main et avait une voiture de sport. Un look très étonnant pour quelqu'un qui souhaite louer un appartement destiné aux étudiants ou aux personnes à faible revenu. Pendant que je récitais mon discours commercial appris par cœur durant cette année, l'homme, lui, a demandé mon avis sur les autres complexes du coin et a mentionné spécifiquement le Paradise Hotel. Normalement, je vous assure, ce n'est pas dans ma personnalité de dénigrer les autres entreprises. Moi, je veux causer du tort à personne. Donc, je lui ai juste tout simplement dit que je n'étais probablement pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Car j'étais probablement la seule personne à avoir donné une mauvaise critique à Paradise Hotel au cours de l'année écoulée. L'homme me demandera insistement de développer mon propos. Elle va alors lui raconter toute l'histoire et lui dire qu'elle soupçonne fortement l'homme de l'entretien. À ce moment-là, et sans grande surprise, je pense que vous l'avez vu venir à des kilomètres à la ronde, l'homme va dévoiler sa véritable identité et il n'est nul d'autre que le propriétaire, le grand big boss du Paradise Hotel. Il va s'excuser auprès de Margot pour l'expérience qu'elle a subie au Paradise. Et il va s'abandonner à une confidence. Il va lui préciser qu'il a reçu d'autres plaintes au cours de l'année écoulée. Comme quoi l'homme de l'entretien avait été pris en flagrant délit en train d'essayer d'entrer dans les chambres des filles vivant seules ou célibataires. Le propriétaire du Paradise précisera qu'il a fait le nécessaire pour que plus jamais cet homme ne travaille dans un complexe hôtelier. Et il a également viré le manager qui n'avait pas pris au sérieux les propos de Margot et de toutes les autres jeunes femmes durant cette année. Margot finira son histoire en précisant ceci. Au cours des années où elle a dû travailler en tant qu'agent de location, elle a appris beaucoup de choses. Les complexes hôteliers essayaient de faire un maximum d'économies. Donc, contrairement à ce que le manager lui avait dit, il ne changeait pas systématiquement les serrures à chaque changement de locataire. En plus de ça, les managers ne faisaient aucune recherche sur les antécédents criminels du personnel d'entretien. Et les clés des logements étaient également distribuées au bon gré, au bon vouloir, à tous les fournisseurs et à tout le personnel de l'entretien.
Et il n'était pas rare que le personnel avait une clé permettant d'ouvrir toutes les portes. Le Avengers des clés quoi. Margot se félicite, ou du moins elle se rassure, que maintenant en Floride à partir de 2022, à cause de la loi MIA qui est rentrée en vigueur, les employeurs, les gérants de location, ont l'obligation de vérifier le casier judiciaire de tout leur personnel d'entretien. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'affaire MIA, je vais vous mettre un lien en description, mais laissez-moi vous résumer rapidement cette histoire. En 2022, une jeune femme de 19 ans, Mia Marcano, avait été retrouvée morte assassinée par l'agent d'entretien. Agent dont on n'avait pas vérifié le casier judiciaire auparavant. Margot finira son histoire par « Toi, qui t'es introduit chez moi tant de fois, je n'espère ne jamais te revoir. » Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, et surtout de venir sur mon Discord et de me raconter directement, en tête-à-tête, vos propres histoires. Et peut-être qu'elles feront l'objet d'une prochaine vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Faites très attention chez vous, fermez bien vos portes à double tour. On se retrouve très bientôt. C'était Chando. Ciao. Salut à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste prendre 10 secondes pour tous vous remercier. Suite à la dernière vidéo que j'ai postée, vous avez été plus de 200 à rejoindre la chaîne. Autant vous dire qu'avant il y avait 11 personnes, moi et ma famille, et là maintenant on est 200, pour moi c'est juste extraordinaire. Je lis tous vos commentaires et je peux vous assurer que je vais faire le maximum pour que vous preniez toujours autant de plaisir à regarder mes vidéos et à les écouter. Bref, trêve de mondanité, c'est parti pour l'histoire. Et aujourd'hui, on va suivre celle de Blanche. Pour ne pas changer, et vous commencez à avoir l'habitude, cette histoire aussi va se dérouler aux États-Unis. Et plus particulièrement dans l'état le plus éloigné et le moins densément peuplé, j'ai nommé l'Alaska. Au moment où se déroule l'histoire, Blanche est une jeune lycéenne. Et elle a pour passion, pour hobby, de faire du camping. Elle en fait depuis toute petite avec son père. Elle précise que c'est très courant en Alaska. Il n'y a jamais personne nulle part. Donc c'est extrêmement safe de faire du camping même tout seul. Enfin ça, c'est ce qu'elle pensait avant cette histoire. Vous allez voir que depuis, elle aura un tout autre discours sur tout ça. Selon les dires de Blanche, l'Alaska est l'endroit parfait pour vous éloigner du reste du monde. Étant l'état le moins densément peuplé des États-Unis, disons que vous aurez le temps de voir venir. Autrement dit, vous avez beaucoup de marge de manœuvre contre tout type d'autorité ou tout regard un peu trop indiscret. Blanche dira dans son récit que c'est pour cette raison précisément que son état est un endroit très attrayant pour toutes sortes de groupes bizarres, étranges et peu recommandables. Elle est tombée sur des centres de scientologie au bout d'un chemin de terre sans rien d'autre à des kilomètres à la ronde. Elle a aussi entendu des histoires de préparateurs apocalyptiques et sataniques qui prétendent avoir des bunkers éparpillés un peu partout dans le pays. Et elle a elle-même rencontré personnellement beaucoup de groupes sectaires qui voulaient éloigner leurs fidèles le plus possible du monde extérieur. Effectivement, on entend souvent des histoires sur l'Alaska. C'est très courant d'apercevoir des sectes ou des criminels en série qui sont en fuite direction l'Alaska. Même si c'est une région qui est très peu peuplée, ça n'en reste pas moins une grande région géographique. En somme, vous l'aurez compris, l'Alaska, cette région qui paraît être un paradis sur Terre pour passer sa retraite ou pour jouer à chasse et pêche ou nature et passion, se retrouve au final une des plus grandes régions si vous voulez cacher quelque chose. Et c'est dans ce contexte que notre histoire commence. Blanche est née et a grandi à Anchorage, la seule grande ville de l'État. Anchorage, c'est une ville de 280 000 habitants, la même population que Strasbourg, et pour en faire le tour, il faut seulement 30 minutes en voiture. Ça vous donne une idée de ce qu'est une grande ville pour les Alaskains. La seule autre grande ville de l'État est Fairbanks. Ces deux villes sont reliées par 600 km d'une autoroute à deux voies. Il faut 7 heures de route pour se déplacer entre les deux villes, et selon les dires de Blanche, profiter d'un panorama parmi les plus beaux de la planète. Des montagnes qui s'élèvent de chaque côté de la route entre Anchorage et le parc national de Denali. Mais ça, c'est avant de traverser des canyons colossaux, creusés dans la roche pendant des dizaines et des dizaines de millions d'années par la fonte des glaciers et des rivières.
Après Denali, il faut environ 3 heures de route à travers une vaste plaine et des montagnes au loin. Blanche, elle tient à nous raconter ces détails dans son histoire pour qu'on arrive à saisir, pour qu'on arrive à comprendre à quel point l'Alaska est une région désolée. Même dans les plus grandes villes de l'État, même sur la plus grande autoroute de l'État, la nature, le silence restent omniprésents. Elle nous dit aussi que les filles de l'Alaska sont bâties comme des durs. Nous changeons les pneus, chassons le gibier, pêchons, campons et apprécions généralement les grands espaces isolés. Ce qui n'est pas selon elle le cas des filles de la ville, beaucoup plus matérielles, beaucoup plus superficielles. Blanche dira dans son récit que quand elle était jeune, elle était un peu trop téméraire, un peu trop tête brûlée, et qu'elle pensait que tout était possible, que tout était franchissable, et ça c'est dû à cause de son éducation de dur à cuire qu'elle a reçue par son père depuis qu'elle est toute petite. Pendant sa dernière année de lycée, Blanche décide de se faire plaisir et s'offre un petit voyage. Un voyage de type roots, camping sauvage, survivaliste, bushcrafting et tout ce qui va avec. Elle fera son périple dans les montagnes qui se trouvent au-delà de Talkentah. Rien d'extraordinaire en somme, juste une nuit ou deux dans le plus bel état au plus beau moment de l'année. Monter vers le nord en plein été a quelque chose d'étrange à cet endroit du globe. Le soleil ne se couche jamais vraiment, comme dans le film Midsommar. Il arrive au crépuscule et c'est tout. Même durant la nuit, il fait encore un peu jour, un peu ensoleillé. Blanche dira à cet instant que ce fut sa première erreur, de penser que la lumière de la nuit, cette lumière crépusculaire, allait la sauver et pouvait la protéger de tout. Et sa deuxième erreur a été de dire à personne où elle allait. Elle vient de finir de se préparer pour son voyage, ses bagages sont prêts. Elle s'arrête à un McDo avant de partir pour déjeuner, et prend la route. Elle a fait un long trajet près de 2h30 vers le nord. Le long de l'autoroute a occupé la majeure partie de l'après-midi à écouter les plus grands succès de la radio locale Cool, fréquence 97.3. Et après avoir traversé la vallée Matsu, elle retourne vers les montagnes. Des hautes épinettes et des arbres à feuilles à perte de vue bordent la route des deux côtés, avec, malheureusement, des espaces vides occasionnels créés à cause de l'importante déforestation. Et cela donne l'impression que pendant que vous êtes dans ce désert de verdure, de nature, vous êtes toujours attaché à la civilisation humaine d'une manière ou d'une autre. Cela a donc conduit Blanche à sa plus grande erreur, ne pas rester dans un parc naturel d'État ou dans une zone spécifiquement dédiée au camping, mais d'aller dans une zone sauvage, dans un genre de hors-piste du camping, dans des terres et confins interdits. Blanche précise qu'elle n'était que lycéenne. Malgré qu'elle avait un emploi d'étudiant, elle ne pouvait pas payer les frais d'une nuit dans un camping d'État qui coûte aux alentours de 15$. Et y aller sans payer ? Beaucoup trop risqué. Alors sur sa marche, elle a trouvé un endroit qui lui semblait sympa. Elle avait une carte que son père lui avait offerte quand elle était un peu plus jeune, quand elle commençait à faire du camping, et cette carte indiquait qu'il y avait un ancien site minier sur une montagne voisine. Elle a donc décidé de passer la nuit là-bas. Parce que pour elle, à ce moment-là, enfin, selon ses dires, ça faisait vraiment dur à cuire, aventurière, de passer la nuit dans une ville fantôme minière. Elle a donc quitté la route, remballé son sac à dos, mis un insectifuge, attrapé sa carte et sa boussole, et elle a commencé à s'enfoncer encore plus profondément dans la forêt. Cette histoire doit peut-être vous paraître étrange, non ? Une fille seule, adolescente, en plein milieu de la forêt, dans un état qui fait 5 fois la France, avec une population à peine équivalente à Marseille, elle doit vraiment être folle, non ? Et pourtant, Blanche a l'habitude de faire ça très régulièrement. Elle a fait des randonnées dans la nature avec son père depuis qu'elle est toute petite. Elle a de très bonnes capacités d'orientation et de survie, surtout dans des campings de fortune. Ce n'est pas juste une blonde stupide errant en pleine nuit seule dans la forêt. Du moins, le pensait-elle. Après 45 minutes d'une longue et épuisante randonnée dans les montagnes, elle arrive finalement à cet endroit, à cette mine, à cette ancienne base minière abandonnée. Et il n'y avait plus rien là-bas, juste une vieille fondation en béton avec quelques trous à l'intérieur, mais rien de bien particulier. Elle a commencé à installer son campement dans les bois et à faire du feu pour préparer son dîner sur une dalle de béton. Elle précise qu'en Alaska, il est important, quand vous faites du camping sauvage, de toujours faire son feu loin de son point de camping, car il est très courant que des ours peuvent passer vous dire un petit coucou. Et croyez-moi, la dernière chose que vous voulez, c'est vous retrouver en face à face dans votre tente, en plein milieu de la nuit, avec un grizzly de 600 kg en face de vous. Plus tard, dans la soirée, aux alentours de 22h, Blanche était complètement repue de son festin. Elle avait fini d'installer son camping, loin donc de son feu de camp, pour éviter tout rendez-vous en terre inconnue, non pas sur France 2, mais avec des ours. Elle commença tranquillement à s'endormir dans sa tente,
prête à passer une longue et reposante nuit. Du moins, c'est ce qu'elle pensait à ce moment-là. Mais tout allait bientôt drastiquement changer. Plus tard dans la nuit, elle ne saurait dire exactement aux alentours de quelle heure, elle se fait réveiller par un son. Encore à moitié endormie, elle a du mal à distinguer quel type de son ça pourrait être. Après quelques instants, elle se rend compte qu'il s'agit de voix, des voix proches, des voix qui se rapprochent de plus en plus. Sa première pensée a été aux chasseurs. Son père et elle avaient l'habitude de rencontrer quelques chasseurs à chaque fois qu'ils partaient camper ensemble. En plus, on est presque à la fin de la période de chasse. Mais c'est possible qu'il y ait encore quelques chasseurs après tout. Rien de rare, rien de choquant, se disait-elle. Elle s'est donc détendue, pensant qu'il passerait sans faire aucun incident, et a refermé les yeux et a commencé à se rendormir. Mais elle entend soudainement une voix hurler à travers la nuit. « Mais il y a un feu ici! Qui diable ose camper sur notre propriété ?» Des individus, des inconnus, des étrangers, avaient trouvé son point de camping. Pas là où elle dort, mais là où elle a fait à manger. Et ils étaient vraiment tout proches d'elle. Dans un moment de panique, elle commence à se lever, à essayer de rassembler toutes ses affaires parce qu'elle veut impérativement sortir de la tente le plus vite possible pour aller s'excuser. Quasiment prête à sortir de la tente, elle entend une autre voix. Cette fois, celle d'un homme, qui a l'air beaucoup plus énervé. « On va te trouver! Les étrangers ici, on les tue !» Et c'est à ce moment précis que pour Blanche, tout a radicalement changé. Ok, à ce moment-là, elle savait qu'elle avait fauté, qu'elle était en erreur, que c'était potentiellement une propriété privée. Mais bon, elle a fait le tour quand elle est arrivée, il y avait personne, elle sait qu'elle n'a pas été très courtoise, mais bon, de là à se faire menacer de mort, il y a quand même deux salles, deux ambiances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, elle veut plus prendre de risques. Ces hommes, ils sont au moins plusieurs, à ce qu'elle a entendu deux voix différentes, sont, ou du moins ont l'air plus que sérieux et surtout pas amicales. Et pour rappel, à cette époque, Blanche est une lycéenne. Qu'est-ce qu'elle peut faire contre au moins deux hommes dans la forêt, au milieu de nulle part, à des kilomètres de toute autre vie humaine? Si elle va à leur rencontre, c'est soit de la folie, soit du suicide. Ils sont sûrement armés et semble-t-il ont l'air d'avoir grandement envie d'en découdre. Elle laisse toutes ses affaires dans la tente, enfile rapidement ses chaussures et elle s'est glissée hors de la tente, dans les sous-bois tout doucement, aussi silencieusement que possible. Son plan, à ce moment-là, c'est de rester loin de la tente, mais quand même assez proche de la tente, pour toujours essayer de les voir, d'avoir un visuel sur eux, de pouvoir les entendre, mais au cas où ça tourne au vinaigre, de pouvoir juste partir le plus vite possible et essayer de rester en vie, quoi. Elle a passé à peu près 20 minutes, accroupie, derrière une bûche dans les bois, à peine à portée de voix, avant d'entendre une troisième nouvelle voix juste à côté d'elle, appeler les autres. Cette fois-ci, ils avaient trouvé la tente et la déchirée en fouillant mes affaires. Ils étaient vraiment tout près de moi. Et une quatrième voix a alors dit « Le lit est encore chaud, et l'intrus est une jeune poussin, elle a laissé ses habits. » Et une autre voix, probablement le chef de cette milice, a fini par répondre « Ok, déployez-vous, et retrouvez-la. Si elle pense qu'elle peut empiéter sur notre territoire sans conséquence, elle va en payer le prix fort. » J'aimerais juste faire une petite précision, les personnes de cette milice ou de cette secte, enfin du moins dans l'histoire narrée et racontée par Blanche, ont un vocabulaire, disons, un peu plus fleuri, que malheureusement pour des raisons de strike et des raisons évidentes, je ne peux employer dans une vidéo YouTube, mais essayez d'imaginer ce que je viens de dire x5, x10. Et dites-vous simplement que Blanche devait immédiatement partir. Blanche ne s'inquiétait pas d'avoir laissé ses sous-vêtements de rechange dans la tente et que ces crétins les aient trouvés. Elle s'inquiétait surtout de partir le plus vite possible et le plus loin possible. Elle a commencé à rebrousser chemin, redescendre le sentier et les collines le plus doucement possible, pendant environ 30 minutes. Surtout ne pas attirer l'attention. Surtout ne pas attirer l'attention. Une fois les bruissements et les cris des hommes estompés dans les ténèbres de la nuit, elle a rassemblé ses dernières forces et a commencé à accélérer le pas et descendre cette fois-ci le plus vite possible. Elle est tombée et s'est éraflée le visage plus de fois qu'elle aurait pu le compter, mais fallait qu'elle parte, fallait qu'elle fuit le plus vite possible à n'importe quel prix, coûte que coûte. Et enfin, au bout de cette cavale interminable, elle aperçoit sa voiture au bord de la route. Sauvée. Enfin, sauvée. Mais c'était avant de voir deux hommes à côté de sa voiture, armés et vêtus d'une genre de robe, d'une genre de tunique ancienne. Et là, elle pourrait pas dire approximativement combien de temps, mais ils sont restés un certain temps à l'attendre. Je suis resté caché dans la forêt, en me surprenant moi-même à prier pour la première fois de ma vie. Moi, qui n'étais même pas croyante de base. Oui, je sais, jugez-moi si vous le voulez, mais j'étais complètement désespéré. J'aurais bien voulu vous y voir, vous. Après 10 minutes, des heures, elle ne sait plus exactement, les hommes sont finalement partis dans l'obscurité
de la nuit. Blanche va alors se précipiter vers sa voiture, et au moment de vouloir entrer dans sa voiture, elle va percevoir un petit mot, une petite note sur le pare-brise. Et sur cette note, il y aura écrit « Si jamais nous vous attrapons à nouveau sur notre propriété, cette fois-ci, nous n'hésiterons pas à vous chasser et à utiliser la force, pour nous assurer que plus jamais vous ne reviendrez. » Considérez ceci comme un avertissement. Blanche a alors pris sa voiture en remerciant le ciel que ces personnes l'ont laissé en vie repartir saine et sauve. Et après cette histoire, comme vous pouvez l'imaginer, plus jamais Blanche va faire du camping toute seule dans la nuit. Elle finira son histoire par vous, sataniste armé, je n'espère ne jamais vous revoir. Et c'est ainsi que notre histoire du jour s'achève. Et donnez-moi votre avis de cette histoire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Mon avis, pour ce qu'il vaut, c'est que je pense que Blanche a eu beaucoup de chance dans cette histoire. Je pense qu'elle a eu beaucoup de chance parce que les personnes de la secte semblaient être plus que déterminées. Ils auraient très bien pu crever les pneus, ou juste détruire sa voiture, ou alors attendre qu'elle revienne en fait, parce qu'elle était à l'autre bout de l'Alaska, au milieu de nulle part, donc personne n'aurait pu l'aider. Donc elle a eu de la chance qu'il se lasse et qu'il décide de la laisser en vie, saine et sauve. Après, peut-être qu'ils ont eu pitié d'elle parce qu'ils ont vu au moment où ils ont fouillé la tente que c'était une fille et qu'elle semblait être jeune parce qu'ils ont vu ses habits, ils ont dû peut-être se rendre compte que c'était une adolescente. L'endroit est quand même relativement isolé, donc peut-être qu'ils ont eu pitié, ils se sont dit bon, c'est pas quelqu'un qui est préparé, c'est pas quelqu'un qui est armé, donc on va lui laisser une seconde chance. En tout cas, nul doute qu'après tout ça, Blanche réfléchira à 2 fois avant de faire du camping sauvage. Cette histoire vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter, ça m'aide beaucoup. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de continuer à regarder mes vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando. Ciao. Bonjour à tous, c'est Chando, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Mais avant de commencer cette histoire, je voulais juste vous remercier. Vous êtes de plus en plus à rejoindre ma chaîne, à regarder mes vidéos, à les liker et je vous en remercie énormément. Et n'oubliez pas, vous pouvez également me rejoindre à la fois sur Instagram et sur TikTok, tous les liens sont dans la description, ça m'aide aussi beaucoup à gagner en visibilité. Et j'ai aussi créé un serveur Discord pour parler directement avec vous, si vous voulez me donner par exemple des idées de vidéos ou me dire des histoires pour que je les raconte, ou alors des histoires connues que vous voulez que je raconte, c'est sur Discord que ça se passe. Pareil, le lien en description. Bref, trêve de bavardage et de mondanité, c'est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Sophie. Sophie est une jeune américaine qui adore prendre la route. Elle vient d'une famille très défavorisée, donc dès qu'elle a acheté sa première voiture, c'était vraiment important pour elle, comme un accomplissement d'une vie entière. Comme quand vous devenez propriétaire, ou alors vous vous mariez, vous avez des enfants, c'était une vraie étape importante de sa vie. Elle aimait tellement sa voiture qu'elle l'utilisait très souvent, surtout pour faire des virées et surtout des virées nocturnes. Mais vous vous en doutez bien, un beau jour, ces virées nocturnes ne vont pas se passer tout à fait comme prévu et ça va grandement changer ses habitudes pour le reste de sa vie. Donc comme dit dans le préambule de cette vidéo, Sophie adore conduire, comme des heures de route vers nulle part, sans forcément avoir de destination en tête. Juste elle, sa voiture, sa musique et la route tout entière devant elle. Vivant dans le Nebraska, elle prenait souvent des routes secondaires ou des autoroutes isolées, traversant la campagne nébraskaise. Elle faisait la traversée des petits villages, voire des petites villes, toute seule dans sa voiture. Et ce que préférait Sophie par-dessus tout, c'était prendre sa voiture pendant la nuit. Car selon ses dires, il y avait moins de circulation, c'était moins dangereux, en bref, elle se sentait davantage libre. À chaque fois que je prenais ma voiture, je sentais ce vent de liberté. Je sais que pour beaucoup de personnes cela peut paraître stupide ou futile, mais quand vous avez vécu ce que j'ai vécu, croyez-moi, être seul sur la route vous procure un véritable sentiment de plénitude. Sophie a pris pour habitude de faire ses virées nocturnes depuis qu'elle a son permis, il y a 4 ans de cela. Elle n'a jamais eu de problème ou ni même fait de mauvaises rencontres. Enfin ça, c'était jusqu'à cette fameuse nuit. Au moment où se déroule cette histoire, Sophie est une jeune femme de 22 ans. Elle précise dans son récit que c'est une femme relativement petite et elle insiste vraiment, toutes ses virées nocturnes, elle les fait entièrement seule. C'est un bon moyen pour elle de se vider la tête lorsqu'elle est stressée, angoissée, contrariée ou tout simplement dépassée par sa vie de tous les jours. Ça lui permet de prendre du recul sur sa vie et d'élaborer des plans pour régler ses problèmes personnels. Elle a aussi pris pour habitude de faire ses longs trajets solitaires pour s'éloigner de la toxicité de sa famille. Elle précise que lorsqu'elle a commencé à avoir son permis, elle vivait encore chez ses parents.
Et comme je vous l'ai dit précédemment, elle vient d'un milieu très défavorisé. En plus de ça, ses deux parents étaient, et sont toujours malheureusement, alcooliques. Donc pour elle, ces virées nocturnes étaient un véritable échappatoire aux tourments du quotidien. Mais maintenant qu'elle a déménagé et qu'elle se sent mieux dans son quotidien, elle ressent moins le besoin de monter dans sa voiture. Cependant, cette fameuse nuit, elle n'allait vraiment pas bien. Elle venait de se disputer avec son copain de l'époque. Et pour couronner le tout, elle avait des problèmes au travail, principalement avec son patron. Elle se sentait irritée, agitée, incapable de se concentrer sur autre chose. Elle a donc décidé une nouvelle fois de prendre sa voiture pour une nouvelle virée nocturne, en espérant que cette dernière l'aide à penser à autre chose. Mon petit ami, malgré nos disputes, restait compréhensif. Il savait que prendre la voiture m'aidait à me calmer et à y voir plus clair. Il m'a juste demandé de faire attention et de ne pas partir trop longtemps, car il était déjà très tard. J'ai acquiescé, je me souviens lui avoir donné un baiser d'adieu, et je suis parti. J'ai roulé dans notre village pendant environ 30 minutes. Mais je me sentais toujours nerveuse à propos de tout ce qui se passait dans ma vie personnelle. Alors j'ai décidé de conduire plus au nord, sur ces autoroutes à voies familières, sombres et sinueuses. Je dirais que j'ai gardé la voiture à une vitesse constante de 80 km/h, prenant les virages à un rythme plus lent au cas où un cerf surgirait des sous-bois. Cette allure me permettait également, tout simplement, d'admirer l'opaque obscurité vide des champs enneigés et des arbres dénudés. Honnêtement, si je dois être totalement sincère avec vous, il y avait quelque chose d'effrayant d'être toute seule sans aucune voiture en vue. Au milieu de nulle part, les quelques maisons se trouvant à des kilomètres de là. Il y avait quelque chose, une atmosphère de vieux films d'horreur des années 80. Cet instant m'a directement fait retourner en enfance, quand je regardais avec mon père ces vieux films d'horreur, trop jeune sûrement pour comprendre vraiment de quoi il s'agissait. Je me souviens avoir passé des heures sur le vieux canapé du salon à regarder des épisodes de Jason Vendredi 13, Freddy les griffes de la nuit, ou bien même encore un bon vieux film cliché et nanar d'Halloween. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je m'attendais à voir apparaître un fantôme dans mon rétroviseur, ou à voir quelqu'un sortir brusquement de la forêt avec un masque de hockey. Et malheureusement, elle n'était pas si loin de la réalité. Et la seule lumière que Sophie pouvait voir à ce moment-là était celle de sa propre voiture, de ses propres phares. Il était maintenant environ 11h du soir, et elle se promet à elle-même que, une fois arrivée dans le prochain village, elle prendra une autre route et rentrera directement chez elle. À cette heure tardive, vous vous doutez bien que son copain doit être mort d'inquiétude, ou du moins, s'il est normalement constitué, se demander où elle se trouve. Le village était peut-être à 15-20 minutes de là, mais hormis son imagination débordant, imaginant le pire, sûrement dû à tous les films d'horreur qu'elle a regardés dans sa vie, elle n'avait franchement pas grand-chose à craindre, non ? Elle était toute seule sur cette route à cette heure-ci. Et Sophie avait la certitude que rien ne pouvait lui arriver. Sophie prend un autre virage sur la route et remarque au loin un véhicule à l'arrêt, avec ses feux de détresse allumés. C'était une sorte de berline de couleur sombre. C'était difficile à dire à cette distance et en pleine nuit. Une partie de la voiture était sur la route et l'autre partie dans le fossé, comme si la voiture venait de faire un accident et s'était arrêtée d'urgence sur le bas-côté. La porte du côté conducteur était grande ouverte. Sophie commence à ralentir tout doucement pour passer sur le côté de la route qui reste encore accessible. Une fois arrivée au niveau de la voiture, elle remarque quelque chose qui pouvait ressembler à du sang à l'intérieur du véhicule. Je n'ai vu personne, ni sur la route, ni dans la voiture. J'étais la seule personne ici. Dans cette partie du pays, les portables ont du mal à capter du réseau. Et le plus souvent, il n'y a tout simplement aucun réseau. Le seul moyen d'avoir du réseau est de se rapprocher d'une ville. Et cette soirée-là n'a pas fait exception à la règle, Sophie n'avait aucun réseau. Donc pour vous résumer la situation, j'étais une femme seule sur la route, en pleine nuit, au milieu de nulle part, sans réseau, à côté d'un véhicule inoccupé mais immaculé de sang. La peur, tout doucement, commençait à me gagner. Je sais ce que vous devez penser à ce moment-là, mais je ne suis pas idiote. J'ai regardé un nombre incalculable d'épisodes d'Esprit criminel. J'ai écouté tellement de podcasts d'horreur que je ne saurais même pas les compter. Croyez-moi, je sais faire la différence entre une situation étrange et dangereuse. Mais il y avait encore une petite partie de Sophie qui s'inquiétait que quelque chose d'horrible soit arrivé à l'occupant de la voiture. Et elle se devait d'aider cette personne et de vérifier s'il y avait encore quelqu'un à proximité. Pour rappel, ces routes, c'est des routes de campagne, elles sont totalement isolées. Donc si quelqu'un est dans le danger, seule apparemment Sophie peut les aider. En plus, on est aux alentours de 11h et il n'y a pas forcément
beaucoup de passages. Et pour finir, Sophie précise bien dans son récit qu'on se trouve en plein hiver, que les températures sont parfois très froides, voire négatives. Donc si quelqu'un est vraiment blessé à cette heure-là, c'est sûr et certain, s'il n'a pas d'aide, il ne passera pas la nuit. Donc si quelqu'un était blessé et en danger, la seule personne pouvant les aider était Sophie. Ne pas le faire, ça serait l'équivalent d'une non-assistance à personne en danger, et ça, pour Sophie, c'est inconcevable. Il était donc temps de faire quelque chose. Mais Sophie, sûrement par excès de prudence, toujours dans sa voiture, va ralentir davantage, baisser sa vitre passager, éteindre sa musique et appeler d'une voix faussement sereine. « Hé, y a quelqu'un ici ? Est-ce que ça va ?» Mais Sophie n'entendit aucune réponse, juste le silence. Malgré qu'elle n'ait absolument rien entendu après son premier appel, elle n'est pas prête à sortir du véhicule pour faire ses investigations. Elle va donc décider de réitérer sa démarche une dernière fois, et si elle n'entend rien, elle se promet d'aller à la ville la plus proche et d'appeler les ambulances, de donner la localisation exacte du véhicule pour que quelqu'un professionnel puisse leur venir en aide. Sophie, d'une voix hésitante, crie une nouvelle fois. « Hé, y a quelqu'un ? Qu'est-il arrivé ? Ça va ? Je vais appeler la police !» Encore un silence, pendant un court moment. Puis, soudainement, Sophie entend un bruissement provenant des arbres, suivi d'une voix bourrue à peine perceptible. Donc Sophie était sur le point de sortir de sa voiture pour donner assistance à cette personne. Elle le sait, si elle le fait pas et si c'est vraiment son sang dans la voiture, cette personne ne passera pas la nuit. Mais au moment de sortir de la voiture, elle remarqua 3 choses quasiment simultanément. Il n'y avait aucun dommage sur la voiture. Capot, vitres, porte, lumière. La voiture semblait flambant neuve. Étrange, compte tenu du sang à l'intérieur. Si vous faites un accident qui génère cette quantité de sang, il doit forcément au moins avoir une bosse sur le véhicule ou une vitre brisée. Mais là, il n'y avait rien. Absolument rien. Dans son rétroviseur, elle aperçoit quelqu'un qui sortait de derrière la berline et cette personne se dirigeait à toute allure vers sa voiture. Et cette personne, du moins à la distance à laquelle Sophie arrive à le voir, ne présente aucune marque de sang. Et pire encore, il porte un masque. Pas un masque contre le Covid ou un masque de ski, ce qui aurait été logique vu la saison, mais l'un de ces masques que vous verriez dans les films comme Purge. Et cette personne tenait quelque chose dans sa main. Elle n'a pas vraiment réussi à distinguer ce que c'était. Peut-être un démon de pneu ou un pied de biche. Une chose est sûre, cela ne valait rien qui vaille. À cet instant précis, et sans grande surprise, Sophie a appuyé sur l'accélérateur et elle a conduit comme une chauve-souris tout droit sortie de l'enfer. Son cœur battait la chamade et elle tremblait de tout son corps. J'ai jeté un dernier coup d'œil dans mon rétroviseur pendant que je m'éloignais, principalement pour voir s'ils montaient dans leur berline. L'homme avec l'arme était toujours au milieu de la route, en train de me regarder. Et juste avant que je détourne mon regard, j'ai vu un second homme émerger des arbres à l'endroit exact où j'avais entendu un homme parler. Et lui aussi, il portait le même masque effrayant que l'autre type. Cette nuit-là, j'ai probablement enfreint toutes les lois du code de la route, mais que Dieu me pardonne, je voulais m'éloigner le plus vite possible de ce qui ressemblait, sans nul doute, à un traquenard mortel. Sophie va rapidement arriver à la prochaine ville, se garer sur le parking d'un Walmart. Heureusement pour elle, à cette heure-là, il y a encore des voitures garées et de la lumière. Sûrement des employés qui devaient fermer le magasin ou bien faire un inventaire. Elle va d'abord complètement craquer et s'effondrer. Elle précise dans son histoire qu'elle était encore toute tremblante et qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Après quelques instants, elle va réussir à se remettre tant bien que mal de ce choc émotionnel et elle va appeler son ami. Ami qui est également gendarme. Il va lui demander où elle se trouve, si elle va bien et si elle était sûre que personne ne l'avait suivie. Une fois rassurée que tout allait bien, il lui a demandé de se cacher dans le Walmart, d'expliquer aux gens sur place ce qui se passait sur la route et d'attendre la police. Pendant l'attente, elle va appeler son petit ami qui, comme vous pouvez l'imaginer, va être très inquiet de la situation. Il va vouloir se rendre dans le Walmart immédiatement, mais Sophie lui dira qu'elle doit d'abord attendre la police pour donner sa déposition et qu'elle allait probablement rentrer avec un agent. Sophie, à l'accueil du Walmart, va faire sa déposition auprès des gendarmes. Ils vont lui assurer qu'ils vont faire des investigations sur la route ou du moins à l'endroit qu'elle leur a indiqué. Mais sans caméra, sans description physique précise, sans même plaque d'immatriculation, parce que ce que vous savez pas, c'est que dans sa fuite, elle n'a pas pris le temps de noter la plaque d'immatriculation. Les gendarmes vont clairement lui faire comprendre qu'il est quasiment impossible de les retrouver et qu'à cette heure-là, ils sont déjà certainement très loin.
Une voiture de police va escorter Sophie jusqu'à chez elle en passant par une autre route, au cas où quelqu'un essaierait quand même de la suivre. Une autre voiture de police va se rendre à l'endroit indiqué par Sophie. Sophie dira que cette nuit-là, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle avait les yeux grands ouverts, écoutant tous les bruits suspects, avec la peur au ventre que ces deux hommes l'aient suivie et l'interrompent dans son sommeil. Depuis l'incident, elle n'a eu aucune nouvelle de la police. Elle a réussi à passer à autre chose, mais elle a quand même déménagé. Dans son récit, elle est juste reconnaissante de toujours être en vie et qu'au final, ça s'est plutôt bien passé pour elle. Mais elle a encore beaucoup de questions, que vous avez aussi certainement, qui restent sans réponse. Que faisait-il? Pourquoi? À qui appartenait ce sang? Était-ce vraiment du sang? Et surtout la question qui la hante encore aujourd'hui, que se serait-il passé si elle s'était arrêtée et sortie de sa voiture? Elle finira son récit par vous, homme masqué qui continuez à hanter chacune de mes nuits, je n'espère ne jamais vous revoir. Et c'est ainsi que notre nouvelle histoire s'achève. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao. Salut à tous, c'est Chando, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et cette histoire est celle de Christophe. Et vous allez voir que cette histoire ressemble un tout petit peu à Maman j'ai raté l'avion. Vous allez voir que sa famille va le laisser tout seul dans sa maison l'espace d'une soirée et qu'il va se passer pas mal de choses. L'histoire se déroule une nouvelle fois dans le pays le plus safe du monde, là où vous ne risquez absolument rien, où vous êtes tranquille, j'ai nommé les États-Unis. Et dans cette histoire, on se retrouve une nouvelle fois en Pennsylvanie. Décidément, si vous voyagez aux USA, évitez la Pennsylvanie. Christophe ne précise pas dans son histoire en quelle année on est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au moment où l'histoire se déroule, Christophe a 14 ans. Ce jour-là, Christophe doit garder ses 3 jeunes cousins, 9, 8 et 6 ans, dans une partie extrêmement rurale et montagneuse du fin fond de la Pennsylvanie. En effet, ses parents, sa tante et son oncle doivent aller à un mariage dans une ville à plus d'1 heure d'ici. Ils sont tous témoins pour un mariage à la mairie, et les mariés ont précisé qu'ils ne voulaient pas d'enfants pendant le mariage. Donc pendant que les adultes vont au mariage, c'est-à-dire ses parents, son oncle et sa tante, Christophe, lui, doit rester seul à la maison et s'occuper de ses 3 cousins. Christophe se trouve donc dans la maison de sa tante et de son oncle. Cette maison est située en plein milieu d'une forêt et plus précisément sur un flanc de montagne assez escarpé. Leur terrasse arrière donne sur une falaise rocheuse et en contrebas sur une grande rivière. Faut pas avoir le vertige quand tu fais un barbecue sur la terrasse. Les voisins les plus proches sont environ à 3 km et la route la plus proche est environ à 2 km. Et durant la nuit, il y a littéralement aucune lumière visible sur des kilomètres à la ronde. Oui, un endroit parfait pour laisser 4 jeunes enfants tout seuls. Cette maison était au milieu de nulle part, et il fallait savoir où elle se trouve exactement. Ce n'est pas une maison qu'on peut trouver par hasard ou accidentellement. Sa famille quitte donc la maison en leur laissant une pizza et leur numéro de téléphone portable sur la table du salon. Christophe précise qu'il n'a pas de téléphone portable à cette époque, donc le seul moyen d'appeler ce numéro, c'est avec le téléphone fixe de la maison. Les adultes ont quitté la maison direction le mariage et Christophe se retrouve seul dans la maison avec ses 3 cousins. Sur les 3 cousins présents avec Christophe ce jour-là, un était déjà en train de dormir. Les 2 autres étaient en train de jouer avec Christophe à Guitar Hero dans le loft. Loft qui donnait sur le salon à gauche où Christophe pouvait garder un œil sur l'enfant qui dormait. Et sur la droite, il avait une immense fenêtre qui donnait sur l'allée principale. Et vous allez voir que cette allée qui se trouve à droite aura une importance de l'histoire qui va suivre. La route qui menait à la maison de son oncle était un cul-de-sac. Il n'y avait aucune autre maison ou aucun autre chemin. Derrière la maison, il n'y avait que de la forêt et devant la maison, une allée principale, c'est tout. Sur la gauche de la maison, il y a un grand abri ouvert où les personnes garent généralement leur voiture. Et il y avait cette fameuse allée sur la droite qui descendait vers une grande zone nivelée et se terminait contre la porte du garage. En gros, vous avez la maison, à gauche vous avez un abri qui fait un peu office de garage pour les gens qui veulent se garer, et à droite vous avez une genre de pente, un petit dénivelé comme ça qui donne ensuite sur une surface plate, qui donne sur le garage, qui donne sur le sous-sol, qui donne sur la maison. Christophe précise que ce sous-sol n'a jamais vraiment été utilisé comme un garage, mais plutôt comme un atelier pour son oncle qui avait l'habitude de faire de bricolage. On connaît tous un oncle ou un père d'un pote qui dans son garage a un atelier et qui passe sa life dans son atelier. Juste à côté de la porte du garage, il se trouve une autre porte avec une petite fenêtre incrustée dans la porte pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Mais Christophe précise que cette allée, celle qui donne sur la zone nivelée, était exclusivement utilisée par les enfants comme aire de jeu. Car c'était la seule zone plate
de la propriété. La maison étant sur un flanc de montagne, à la fin d'une voie sans issue, c'était le seul endroit plus ou moins sécurisé où les enfants pouvaient jouer tranquillement. Autrement dit, tous les invités ou tous les amis ou toutes les personnes qui étaient déjà au moins venues une fois dans cette maison savaient très bien que l'allée droite elle était bloquée, que c'était pas un garage, que c'était l'aire de jeu des enfants, donc personne n'allait jamais sur cette allée droite. Ce soir-là, aux alentours de 22h, il faisait déjà très sombre dehors, la nuit était déjà tombée depuis bien longtemps. C'était un de ces soirs où il était impossible d'apercevoir la lumière de la lune. En effet, à cette période de l'année et encore plus dans cette région, il était très commun d'avoir des nuits complètement noires. À ce moment-là, Christophe et son cousin étaient en train de jouer quand des phares ont attiré son attention. Et c'était pas les phares de la petite Mini Cooper de sa tante, non, c'était un énorme camion avec des phares sur le toit. Les mêmes qu'on peut parfois trouver sur des jeeps ou autres camionnettes. À ce moment-là, Christophe écrira qu'il ne savait absolument pas qui c'était. C'est impossible que ce soit les parents parce qu'ils sont en mariage et c'est impossible qu'ils rentrent aussitôt. Et en plus de ça, s'ils devaient rentrer ou si des amis devaient passer, il les aurait forcément appelés sur le fixe pour les prévenir avant. Et en plus, le fait le plus troublant dans cette histoire, c'est que la voiture se dirige vers l'allée de droite. C'est sûr, dans cette voiture, ce n'est ni les parents de Christophe, ni son oncle, ni sa tante, ni même des amis à eux. La panique et la terreur commencent à gagner petit à petit Christophe. Faut pas oublier qu'à ce moment-là, Christophe il a que 14 ans, c'est qu'un gamin, c'est qu'un adolescent, il sait pas du tout quoi faire face à cette situation. Encore plus parce qu'il est seul dans une maison complètement isolée en plein milieu de la forêt, à la limite d'une falaise, sans aucune autre maison à des kilomètres à la ronde. Du coup, d'une voix terrifiée, Christophe demanda à son cousin « Qui est-ce ? Tu sais qui c'est ?» Mais son cousin lui répondit d'une voix tremblante « Non, je n'ai jamais vu cette voiture auparavant. » Christophe ne réfléchit pas 2 secondes, attrape son téléphone et commence à appeler le 911. Mais au moment où il appelle le 911, il entend la porte du garage se faire secouer violemment. Et voyant que ça fonctionne pas, que la porte ne cède pas, Christophe entend les individus qui essayent maintenant de s'attaquer à la porte avec la petite fenêtre qui est donc beaucoup moins solide et beaucoup plus fragile. Christophe commençait de plus en plus à paniquer. Les individus ne toquaient pas ou n'essayaient pas de se présenter. Et en plus de ça, toutes les lumières sont éteintes à ce moment-là. Donc la cave est plongée dans un noir complet. Donc les personnes sont supposées penser qu'il n'y a personne dans cette maison. Donc s'ils fracassent la porte alors qu'il n'y a personne, ils viennent clairement pas en amis. Et la porte qui menait au sous-sol était juste à côté du téléphone fixe, donc Christophe était capable de tout entendre. Il tourna rapidement la clé sur la poignée de porte, juste au cas où ils arriveraient à rentrer dans le sous-sol. Christophe parlait à l'opérateur du 911, il commençait à être de plus en plus stressé, il avait l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine. Même si l'opérateur du 911 essayait tant bien que mal de le rassurer, Christophe avait son jeune cousin qui s'accrochait à son bras et qui venait de se faire dessus à cause de la peur. Et malheureusement, il savait pertinemment que personne ne pouvait arriver dans la maison avant au moins 30 minutes. Et encore, ça c'est en supposant que l'agent de police arrive à trouver la maison du premier coup sans se perdre dans la forêt. À cet instant, Christophe est complètement désespéré. Il pense vraiment qu'il va mourir comme ça, comme un simple babysitter, comme un vieux cliché d'un vieux film américain. L'opératrice du 911 demande à Christophe de lui donner les numéros de son oncle et de sa tante, numéros qu'ils lui ont laissés avant de partir, afin qu'elle puisse demander à un autre agent du 911 d'appeler sa famille pendant que elle est toujours au téléphone avec lui. Christophe va donc se retourner pour essayer d'attraper le panier dans lequel il y a les numéros de téléphone. Mais au moment où il va se saisir de ce panier, il va voir un visage dans la petite fenêtre de la porte qui le regarde insistement. Un homme énorme, grand, costaud. Ses dimensions faisaient plus penser à des dimensions d'un frigo plutôt qu'à un être humain. Et ce qui a totalement fait paniquer Christophe à ce moment-là, c'est que l'homme le regardait fixement, avec un énorme sourire. Christophe tremblait si fort qu'il avait du mal à garder le téléphone en main. Il était complètement en état de choc. Et derrière l'homme, maintenant, il arrive à apercevoir un second homme tout aussi grand, tout aussi effrayant. Ça y est, c'est la fin. Ils sont dans la maison, 2 hommes, je suis seul, je peux rien faire. L'idée de mourir commençait donc à arriver à la tête de Christophe et commençait à le transpercer de part en part. La panique, le désespoir, l'effroi, tout s'entremêlait en lui. Complètement désespéré, dans un moment de panique absolue, Christophe cria dans le combiné téléphonique « Ils sont là! Ils sont là !» Mais avant même que l'opérateur du 911 ne puisse dire quoi que ce soit, avant même que Christophe se retourne pour fuir, son cousin de 9 ans, toujours accroché à son bras, dit « Monsieur ? Monsieur Jim ?» Sa voix était vraiment confuse, mais pas comme s'il était heureux, content ou soulagé de le voir. Il était juste choqué, dérouté, comme s'il en revenait pas de ce qu'il était en train de voir, de voir cette personne maintenant chez lui à cette heure-là. Christophe se retourne donc immédiatement vers son cousin et lui demande « Tu connais ce mec? Tu connais cette personne ?» Mais Christophe n'attend même pas la réponse de son cousin, qu'il se retourne directement vers les individus et leur dit tout simplement « Je suis au téléphone, je suis avec les flics, ils arrivent. » À ce moment-là, le temps se fige, les 2 hommes regardent fixement Christophe,
les sourcils froncés, réfléchissant à ce qu'ils allaient faire. Après tout, cette porte n'est pas verrouillée, ils peuvent facilement la franchir et facilement attaquer Christophe. Après plusieurs secondes qui semblaient être une éternité, les hommes, petit à petit, pas après pas, ont disparu dans l'obscurité de la nuit. Et quelques instants plus tard, Christophe a vu les phares de leur voiture quitter l'allée droite pour s'engouffrer et disparaître dans la forêt. Et là, même si les individus sont partis, Christophe et son cousin sont toujours terrorisés, sont toujours tétanisés de la situation. Ils connaissent pas cette personne, apparemment c'est une connaissance de son oncle, mais ils en savent pas plus. L'opératrice du 911 va prendre la description physique de l'homme et indiquer à Christophe que ses parents, son oncle et sa tante sont en route. Il est resté au téléphone avec le 911 jusqu'à qu'un policier arrive enfin à la maison. Puis ensuite ses parents, son oncle et sa tante arrivent enfin. Christophe n'a jamais vu son oncle dans cet état, il était furieux. Pas à cause de lui, ou pas parce qu'ils ont dû quitter le mariage et revenir plutôt à la maison, mais à cause de ce fameux Monsieur Jim. Christophe dira dans son histoire qu'il se souvient plus exactement de tous les détails sur la fin parce que je pense qu'il était juste traumatisé ou juste choqué, mais tout ce qu'il dira c'est qu'à ce moment-là, son oncle était furieux et qu'il arrêtait pas de crier « je vais le tuer, je vais le tuer, je vais me le faire ». Et il insistera aussi dans son histoire que sa tante était furieuse contre son oncle. Et à cette époque, Christophe n'était pas au courant de toute l'histoire, mais son oncle avait des problèmes de drogue. Ce fameux Monsieur Jim devait sûrement être son fournisseur et son oncle devait sûrement avoir un retard de paiement. Et Monsieur Jim voulait se faire rembourser à sa manière. Et qui sait ce qu'il aurait pu faire ce jour-là si le cousin de Christophe ne l'avait pas reconnu ou s'il n'avait pas eu le réflexe d'avoir directement la police au téléphone. Ce qui est sûr, c'est que son sourire était tout sauf amical et que ça aurait pu très mal finir. Quelques mois après cette histoire, sa tante va quitter son oncle et prendre ses 3 enfants avec elle. Et Christophe écrit cette histoire sur Reddit parce qu'il vient d'apprendre que son oncle est mort. Et apparemment, cette mort n'est pas naturelle, il y a une enquête qui serait en cours. Ça lui a donc rappelé cette histoire et c'est pour ça qu'il écrit sur Reddit. Et Christophe finira son histoire par « Toi qui me souris dans la nuit, je n'espère ne jamais te revoir ». Et c'est ainsi que cette histoire s'achève, histoire assez lourde mais heureusement qui se finit bien, même si je pense que Christophe s'en souviendra clairement toute sa vie. Et vous, comment est-ce que vous aurez réagi à la situation, seul, dans la nuit, avec 3 jeunes cousins, 3 enfants, face à 2 inconnus, qui peuvent clairement vous tuer en 2 secondes? Je sais pas. Dans tous les cas, moi je pense dans cette histoire que Christophe a bien réagi. Il a tout de suite appelé la police, et il a eu de la chance qu'au moment où son cousin reconnaît Monsieur Jim, il avait son téléphone en main, et du coup Monsieur Jim a bien vu qu'il avait son téléphone en main, et après il a pu lui faire pression en disant bon j'ai la police. Donc soit il allait attaquer Christophe, Monsieur Jim, mais bon, il y avait la police, et la police a entendu Monsieur Jim, ou alors il allait juste fuir, et voilà. En tout cas on sait pas ce qui s'est passé après. On sait pas si Monsieur Jim a été revu par la police ou a été interpellé. Christophe ne dit absolument rien sur ça. Mais bon, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Je pense qu'il a bien fait. Je sais pas vous ce que vous en pensez ou ce que vous auriez fait à sa place. Moi je pense que je me serais chié dessus et j'aurais clairement fait la même chose. Enfin j'aurais essayé. Mais bon, être seul à 14 ans avec 3 enfants, enfin 3 cousins qui ont moins de 10 ans... Ouais, c'est chaud quoi. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude, ça m'aide énormément. Et si vous voulez soutenir la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous, faites très attention si vous faites du babysitting. C'était Chando. Ciao. Salut à tous, c'est Chando. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Caroline. Et dans cette histoire, vous allez voir qu'il est important de faire attention autour de chez soi et d'avoir de très bons voisins. Pour vous donner un peu de contexte et pour planter un peu le décor, Caroline est une jeune femme de 23 ans. Elle vit aux États-Unis et plus particulièrement dans un petit village éloigné au fin fond de la Pennsylvanie. Elle vit dans une grande maison avec ses 2 enfants. Elle précise qu'elle a vécu avec son mari pendant plusieurs années dans cette maison, mais disons que son mari n'est pas la personne la plus fidèle du monde. En effet, elle l'a surpris un soir avec une autre femme en rentrant plus tôt du travail. Et elle apprendra de la bouche de cette même femme que ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'ils se fréquentent et qu'il y a eu plus que bisous quoi. Donc Caroline demandera le divorce quelques jours plus tard. Elle avait donc l'habitude de toujours avoir quelqu'un à la maison en plus de ses enfants. En plus de ça, elle précise que son quartier a toujours été un quartier plutôt calme, plutôt paisible, donc elle s'est jamais vraiment préoccupée de la sécurité, de faire attention. Pour elle, tout ça c'est que dans les films. Ça veut dire qu'elle avait l'habitude, parfois, de laisser les fenêtres ouvertes, ou de pas fermer la porte à clé, ou juste de pas fermer ses volets. Oui, c'est parfait quand vous vivez seul avec 2 enfants, il n'y a rien de mieux, oui, c'est parfait, oui. Sa ligne de maison, ou disons plutôt son quartier typiquement américain, est situé près d'un grand champ qui longe une espèce de lisière ou de sous-bois. Autant qu'elle se souvienne, ces bois s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres, et elle n'a jamais eu connaissance de voisins ou autres personnes habitant plus profondément dans les sous-bois.
Elle insiste vraiment, son quartier et plus précisément sa maison est plus que safe et il n'y a jamais eu de problème. Donc selon elle, c'est un endroit très tranquille, peut-être trop tranquille. Son salon a 3 grandes baies vitrées qui donnent sur le jardin et donc sur le champ, sur la lisière de la forêt, sur le sous-bois. Et sa chambre à l'étage a une fenêtre qui fait également face à cette direction. Elle précise que parfois, à de très rares occasions, ça lui arrive de voir de sa fenêtre 1 ou 2 promeneurs dans le champ. Pour toutes ces raisons, Caroline a donc tendance à laisser ses volets, ses stores et ses fenêtres ouvertes. Et vous allez voir que c'est pas forcément la meilleure idée qu'elle ait eue. Maintenant que le décor est planté, c'est parti pour l'histoire. Nous sommes en juillet 2019. Caroline est allongée dans son lit et essaie de s'endormir. Toutes les lumières étaient éteintes, mais elle avait laissé les fenêtres et les stores ouverts. Car cette année-là, l'été était extrêmement chaud. Elle commençait tout doucement à s'endormir, jusqu'au moment où elle remarqua une petite lumière rouge à l'extérieur du champ. Et la lumière rouge semblait faire des allers-retours comme si elle patrouillait, comme si elle cherchait quelque chose. Puis, cette même lumière rouge, après avoir quadrillé et recherché quelque chose, elle s'est dissipée dans la lisière de la forêt. Et Caroline, encore à moitié dans les vapes et n'étant pas vraiment sûre de ce qu'elle a vu, s'est tout simplement rendormie. Donc là, on est d'accord que la majorité des personnes auraient au moins cherché à comprendre ce qu'était cette lumière rouge. Ou du moins de se lever pour essayer de vérifier ou voir ce que c'est. Mais c'est pas le cas de Caroline. Elle se dit qu'elle a dû rêver, qu'elle a imaginé, que c'est son esprit qui lui joue des tours, qu'elle est fatiguée. Avance rapide dans l'histoire, on est maintenant en janvier 2020. Donc de juillet 2019 à janvier 2020, Caroline n'a absolument rien changé à ses habitudes. Elle a continué à se mettre à l'aise et à laisser ses fenêtres ouvertes. Rien n'a changé. Et donc, elle n'a pris aucune mesure de sécurité particulière, comme par exemple mettre des caméras ou avertir ses voisins. En cette journée de janvier 2020, Caroline sort de la douche en sous-vêtements et se pose sur son lit. Et une fois encore, ses volets étaient ouverts. Elle était en train de scroller sur son téléphone quand elle a de nouveau vu à travers sa fenêtre une lumière rouge. La même que cette soirée en 2019. Au début, elle reste relativement dubitative. Elle ne comprend pas réellement ce que c'est. Mais au moment où elle décide enfin de se lever pour vérifier ce que c'est, la lumière a disparu, encore une fois. Cette fois-ci, et Dieu merci, Caroline se demandait enfin ce que pouvait être cette lumière rouge. Ça fait quand même 2 fois qu'elle voit cette lumière rouge, elle n'a quand même pas rêvé. En plus, une lumière rouge dans une forêt, bon, de 1, ça passe pas trop inaperçu, et de 2, ça n'a pas vraiment de sens, on va pas se mentir. Et à ce moment-là encore, elle se dit que c'est parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle réfléchit trop, elle doit sûrement se faire des idées, c'est n'importe quoi, et du coup elle passe à autre chose. Et arrive donc la journée du lendemain. Et vous allez voir que cette journée, Caroline risque bien de s'en souvenir pour très longtemps. Lors de cette journée, Caroline et son fils de 2 ans jouent dans le jardin. Jardin qui, je rappelle, donne sur le champ et donc sur la lisière de la forêt. À ce moment-là, elle s'arrête brusquement de jouer avec son fils, car elle entend un léger bruit, un léger bruissement, un léger vrombrissement venant vers elle et vers son enfant. Et là, elle lève les yeux au ciel et voit un drone s'approcher d'eux. Le drone avait une attitude étrange. Oui bon, je sais pas si on peut dire qu'un drone a une attitude étrange, mais bon, vous voyez ce que je veux dire quoi, c'était un peu chelou quoi. Le drone ne restait pas fixement sur Caroline et son enfant, non, il se baladait autour de la maison comme s'il vérifiait quelque chose. Et à ce moment-là, ça fait tilt dans la tête de Caroline, elle comprend tout. La lumière rouge, le drone, absolument tout. Elle commence donc à paniquer, prend son enfant par la main, court chez elle, ferme tous les volets et appelle sa mère. Sa mère essaie tant bien que mal de la rassurer, elle lui dit que bon de faire attention, de tout fermer chez elle et qu'au moindre problème, elle doit appeler la police. À ce moment-là, on peut se demander pourquoi Caroline n'a pas directement appelé la police, ou juste aller voir directement la police. On peut imaginer qu'elle a dû se dire que c'était qu'un drone, que la police avait sûrement mieux à faire, qu'ils n'allaient pas la croire, qu'au final, quand on regarde les faits, il n'y a pas grand chose qui se passe. Il y a juste un drone chez elle, ok c'est légal, mais il n'y a pas non plus agression. Car dans les faits, pour le moment, il s'agit uniquement d'un drone. Un peu plus tard dans la journée, pendant qu'elle faisait à manger et que son fils jouait à l'étage avec ses jouets, elle a commencé à entendre son fils dire « Dada, Dada ». Caroline s'est dit à ce moment-là que son père devait probablement lui manquer. Il avait pour habitude de toujours lui raconter une histoire le soir pendant que Caroline faisait à manger. Et au moment où son père lui racontait une histoire, il avait toujours pour habitude de lui dire « dada, dada, dada ». Et Caroline et son mari ou son compagnon venaient à peine de divorcer, donc c'est tout à fait possible que il n'avait pas l'habitude, il s'était pas encore fait la situation, il pensait que son père allait revenir ou juste que son père lui manquait. Mais l'enfant continuait sans cesse de dire « dada, dada, dada ». Caroline, qui commençait à être agacée, lui a demandé d'arrêter de jouer près de la fenêtre. Malgré les réprimandes de Caroline, son fils continuait à dire sans cesse « Dada, Dada ». Donc au bout d'un moment, Caroline leva enfin la tête de ses fourneaux
et décida de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi son fils ne l'obéit pas? Pourquoi il continue sans cesse de répéter « Dada, Dada ». Au moment où elle regarde son fils, elle se rend compte qu'il regarde fixement la fenêtre du salon et la pointe du doigt. Et à ce moment-là, un éclair d'effroi traverse Caroline de part en part. Mon fils ne dit pas « Dada, Dada » uniquement à mon mari ou mon ex-mari, mais il le dit à tout homme qui ont de la barbe. Parce que ça lui rappelle son père. Mais vous m'accorderez à ce moment-là que ça n'a aucun sens, ça peut pas être son père. Si ça avait été son père, il a sûrement déjà un jeu de clés, ou alors il aurait peut-être sonné, ou il aurait peut-être appelé, il serait pas à la fenêtre. Et à ce moment-là, elle se dit que personne serait assez audacieux, assez fou, pour être à sa fenêtre, alors que ses voisins sont juste à côté. Il faudrait vraiment être fou pour faire ça. Caroline se précipite alors à la fenêtre, prend son fils par la main, et l'éjecte sur le côté. Et maintenant, elle s'apprête à ouvrir ses stores. Elle sait ce qu'il y a derrière, ou du moins elle se doute, mais elle n'ose pas les ouvrir. 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes passent, et elle décide finalement de les ouvrir. Au moment où elle ouvre les stores, elle se trouve face à face avec un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était chauve, il avait une moustache et une grosse barbe. Il devait avoir entre 30 et 50 ans, difficile à dire dans le noir, avec la peur au ventre. Sous l'effet de surprise en plus. Quand l'homme a vu Caroline, il s'est mis à avoir un énorme sourire. Elle a commencé, sûrement par réflexe, à mettre ses mains sur le mécanisme pour fermer les volets. Au moment où Caroline referme les stores, l'homme s'est mis à taper sur la vitre en criant « Non, 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 je veux te parler !» Caroline s'est donc précipitée sur son téléphone et a appelé le 911. Les enfants pleuraient à cause des cris, pleuraient parce qu'ils sentaient que Caroline était au bord des larmes et pleuraient aussi de peur devant cet homme si proche d'eux, prêt à leur faire du mal, qui frappait sur la vitre sans cesse. À ce moment-là, Caroline n'a plus aucun doute. Le drone, la lumière rouge, c'était lui. L'opérateur du 911 lui a alors dit de se barricader dans une pièce de la maison qui n'est pas accessible par l'extérieur. Comprenez, grosso modo, pas de fenêtre. Elle précise qu'il n'y a pas de service police dans sa ville. C'est une petite ville de Pennsylvanie, il n'y a absolument personne. Donc, elle doit faire confiance et surtout attendre la police d'État, qui est à 20 minutes de sa maison. Donc l'agent qu'elle a au téléphone lui précise de surtout rester avec elle au téléphone. Oui, enfin c'est sûr que je pense pas qu'elle va partir faire un barbecue ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sauf que l'homme à la fenêtre, lui, de son côté, il tape de plus en plus fort et hurle toujours et toujours « Ouvre-moi, ouvre-moi, je vais te kidnapper, je t'aime, je te suis depuis des mois, je te connais par cœur ». Caroline, à ce moment-là, se dit qu'il va finir par casser la vitre. C'est sûr, il va la casser. Jamais elle ne tiendra 20 minutes. Caroline était sur le point de se cacher à la cave quand elle a entendu soudainement quelqu'un d'autre crier. À ce même moment, plus un bruit, personne, l'homme avait disparu. À ce moment-là, Caroline s'avance tout doucement, tremblotante, apeurée, tétanisée par la scène surréaliste qu'elle vient de vivre. Elle regarde par la fenêtre et elle voit son voisin et sa compagne courant vers sa fenêtre. Caroline a alors ouvert la baie vitrée. Son voisin lui expliquera qu'il a entendu les cris et les hurlements de l'homme. Il est donc sorti et a hurlé à son tour pour faire fuir l'homme. Il s'est alors mis à courir en direction de l'homme pour pouvoir le neutraliser. Mais au moment où le voisin de Caroline fonce vers l'homme en hurlant, l'homme, pris de panique, a fui et a disparu dans la lisière de la forêt. Après ce drame, Caroline raconte que elle et ses enfants ont passé plusieurs nuits, voire plusieurs semaines à dormir chez les parents de Caroline. Oui, on peut comprendre qu'elle était un peu traumatisée. Elle dira dans son récit qu'après cet événement, elle va acheter des caméras ou des détecteurs de mouvement, ou dans tous les cas, elle va faire beaucoup plus attention à sa sécurité et celle de ses enfants. Et aussi avec ses voisins, ils vont faire un espèce de relais, où ils vont se relayer, pour être sûr qu'il y ait toujours au moins quelqu'un dans les maisons au cas où l'homme reviendrait pour qu'il soit immédiatement identifié. Et elle dira aussi qu'elle a obtenu un numéro d'un agent de police et qu'au moindre problème, elle peut l'appeler directement. Et Caroline finira son histoire par « Toi, l'homme qui me traque depuis des mois, je n'espère ne jamais te revoir ». Pour ce qui est de mon point de vue sur cette histoire, je pense que Caroline a eu beaucoup de chance ce soir-là, qu'elle a de très bons voisins et j'espère qu'elle les invite souvent pour des apéros. Et je pense que ce qui est sûr, c'est que maintenant elle fera attention à tous les types de lumière, rouge, vert, bleu, tout ce qui est suspicieux, elle fera attention, et qu'elle fermera toujours ses volets sans aucun doute. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle histoire, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Quant à vous et moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, c'était Chando. Ciao. Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un tout petit peu mieux, je sors de 3 jours de crève, donc si j'ai un visage qui paraît être au bord de la mort, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo va être un peu particulière. Effectivement, il n'y aura pas une histoire,
mais 2 histoires. Et la particularité, c'est que l'une de ces 2 histoires est une création personnelle et l'autre vient tout simplement de Reddit, comme vous avez l'habitude d'écouter sur cette chaîne. Charge à vous, et je suis très curieux de savoir si vous allez réussir à deviner laquelle est mon histoire et laquelle est celle de Reddit. Et dites-le moi dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé mon histoire, et si vous aimez ce genre de concept et de vidéos, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je tiens aussi également à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, je vous en remercie beaucoup, ça aide grandement la chaîne à se faire connaître et à grandir petit à petit. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Discord, ça m'aide aussi à faire grandir la chaîne, tous les liens sont en description de la vidéo. On y va pour la première histoire. J'étais chez un ami qui habite dans la banlieue d'Antioche. Je l'avais rejoint chez lui par hasard au détour d'une conversation. Vous savez, c'est l'une de ces soirées-là, non prévues, non planifiées, juste à l'instinct, juste un rendez-vous à la croisée de nos destins. Ce genre de soirée dont vous vous rappelez avec mélancolie une fois les années écoulées. Pour moi, ce genre de soirée reste de très loin les meilleures soirées. Nous avons bu et refait le monde peut-être une centaine de fois, autour d'une bonne bouteille de vin. Bien sûr, lorsque vous vous amusez, vous ne voyez pas le temps défiler. Et ces quelques minutes se sont rapidement transformées, sans que j'arrive à m'en rendre compte, en quelques heures. Et j'avais définitivement beaucoup trop bu ce soir-là. Mon ami a beaucoup de qualités, mais malheureusement, on peut le définir comme quelqu'un de relativement égoïste. Il m'a donc fait comprendre avec sa très grande subtilité qui le caractérise tant, qu'il voulait aller dormir et m'inviter gentiment à rentrer chez moi. Le problème, c'est que j'avais beaucoup trop bu. Il était impossible pour moi de prendre la route directement. Et je sentais bien que je n'étais plus le bienvenu dans le doux et chaleureux foyer de mon ami. Il me fallait peut-être devoir attendre 1 heure, peut-être 2, afin de pouvoir prendre la route. Ce laps de temps devrait être suffisant pour me faire décuver. Après avoir remercié mon ami et lui avoir souhaité une bonne nuit, je suis donc sorti de sa maison. Et me voilà, sur le perron, face à un lotissement complètement vide et silencieux. J'aperçois ma voiture garée au loin. Le seul réverbère qui fonctionnait était au milieu du rond-point, à environ 80 mètres de moi. J'ai marché en titubant vers ma voiture. J'ai failli tomber tellement de fois que je ne pourrais même pas m'en souvenir. J'ai sorti mes clés. J'ai senti le mécanisme de la portière s'activer. J'ai ouvert ma portière et je me suis affalé sur le siège arrière. J'ai attrapé des restes de journaux, un pull et un sac de couchage qui me restait du camping de la veille. Et je me suis créé un abri de fortune sur le siège arrière de ma voiture. J'avais un peu peur, je voulais me camoufler et pas seulement être un type maladroitement assis dans sa voiture, attendant que le temps passe pour pouvoir rentrer chez lui. Je n'arrivais vraiment pas à m'endormir. La sensation inconfortable d'un vieux matelas de clic-clac récupéré sur le bord de la route n'était rien par rapport au niveau de confort que m'offrait ma voiture. Et bien sûr, mon esprit a commencé à se poser des questions. J'ai pensé au pire scénario, comme la police qui me braquait ou un conducteur ivre qui heurtait ma voiture. Et attendez, au loin, à environ 100 mètres, j'entendais des pas s'approcher. Le gravier de la route frémissait à chaque pas en avant, s'intensifiant de temps en temps, mais s'arrêtant aussi périodiquement. Je me suis alors demandé pourquoi, jusqu'à que cela ait un sens dans mon esprit. Qui que ce soit, il regardait probablement attentivement les voitures, avec l'intention probable d'en voler une. Je ne pouvais pas me souvenir du nombre de voitures exact qu'il y avait dans le pâté de maison, mais j'ai compté dans ma tête qu'il devait probablement rester 3 voitures, jusqu'à qu'il arrive enfin à ma fenêtre. Je commençais vraiment à être paralysé de peur. L'individu devait être maintenant à moins de 2 mètres de ma voiture. Je me suis alors transformé en un objet, faisant de mon mieux pour être imperceptible, immobile et tout simplement absent. « Je te vois », dit un homme d'âge mûr en prenant une voix d'enfant. Imaginez que vous jouiez à cache-cache étant enfant et qu'un de vos amis vous trouve, il avait exactement cette voix-là. Comme s'il m'appâtait, comme s'il se demandait si l'encombrement de la banquette arrière n'était qu'un encombrement ou une personne. Je ne voulais pas bouger ou vérifier la fenêtre. Je suis resté immobile. Donnez-moi un Oscar pour cette prestation si j'en ressors vivant. Mon instinct de survie a réagi en minimisant tellement ma respiration que je me suis senti comme paralysé. Je n'osais pas regarder. Mes yeux se sont fixés sur le dossier du siège-passager. Je n'ai pas cligné un instant des yeux. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré. Mon cœur battait si fort qu'il secouait mon corps à chaque battement. Il a fait le tour de la voiture. Mes oreilles ne m'ont pas fait défaut. J'ai entendu tous les pas, les uns après les autres.
J'avais l'impression de ne faire qu'un avec la voiture. Je pouvais le sentir toucher le coffre, alors qu'il appuyait doucement dessus, comme pour tester l'alarme, comme pour me tester. Il fit à nouveau le tour de la voiture. La poignée de la porte à ma droite s'enfonçait. Il a essayé plusieurs fois de l'ouvrir, frénétiquement, comme si ce jeu du chat et la souris commençait doucement à l'ennuyer. Je te vois. Même ton, mais plus agité, plus stressé, plus nerveux. Mes muscles se sont tendus comme une bête avant l'abattage. Il était en train de frapper contre ma voiture. Un pied de biche, un couteau, un rocher, un pistolet. Mes yeux se fixèrent sur le siège devant moi, ne détournant jamais le regard. J'étais suffisamment couvert pour ne pas voir au-delà du siège devant moi. Je sais que je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais sentir ses yeux se poser sur moi. Je m'appelle Yves. Et toi, mon petit, comment t'appelles-tu? La voix changea, d'un ton plus bas, dément et sérieux. Mon esprit a forcé un visuel. Ce n'était rien d'humain. À ce moment, j'avais déjà accepté ma mort. J'étais prêt à prendre une balle qui changerait ma vie ou de recevoir de multiples blessures au couteau. Je ne savais pas comment réagir, mes pensées s'assombrirent. J'imaginais mon ami se réveiller le lendemain matin, sain et sauf, pour découvrir mon corps mutilé, souillé et ensanglanté, accroché devant la portière de ma voiture. J'imaginais mes parents découvrir la scène à la Fox ou à la ABC. J'imagine ma Fanny, ma petite Fanny, mon amour, avec qui j'étais depuis quelques semaines seulement. Finalement, elle avait accepté de sortir avec moi, après que je lui ai tourné autour pendant tant de mois. Tout ça, pour ça. On aura passé si peu de temps ensemble. C'est alors que je n'entendis plus rien. Rien d'autre que mon propre cœur. Que faisait cette personne maintenant? Juste me regarder, en plein milieu de la nuit. La porte de la voiture s'ouvre. J'ouvre les yeux, mais, qui sont tous ces gens autour de moi? Et c'est ainsi que s'achève notre première histoire. Pas mal, non? Et sans plus attendre, on est reparti pour la deuxième histoire. Aussi longtemps que j'arrive à m'en souvenir, j'ai toujours eu une peur innée de la nuit. Pas tant l'obscurité, mais la nuit en elle-même. Enfant, mon imagination était submergée par des histoires de créatures qui s'animent la nuit. Le monstre sous le lit, le monstre dans le placard, le monstre qui vous observe pendant que vous dormez. Toutes ces idées, du plus loin que je m'en souvienne, m'ont toujours hanté l'esprit. J'étais, je dois l'admettre, un enfant peu courageux. La seule chose qui arrivait à me redonner du réconfort, c'était la sécurité apportée par la lumière. Et cette couverture de lit magique capable de vous protéger contre tous les démons possibles et inimaginables. Autant vous dire que j'ai mis très longtemps à me séparer de ma veilleuse. Maintenant, j'étais un adulte. Même si je n'avais plus de veilleuse, et plus du tout peur du noir, la nuit continuait à avoir une certaine emprise oppressante sur moi. Je continue toujours à penser que la nuit est le théâtre du mal. Et cette soirée-là, j'étais allé voir un match de basket avec un ami. Bien sûr, cette nuit-là, il y a eu des prolongations pendant le match, et mon ami voulait absolument manger un bout avant de rentrer chez lui. J'ai fini par le déposer devant chez lui aux alentours de 1h30 du matin. Tout allait bien sur le chemin du retour, jusqu'à que j'arrive à un feu rouge. C'était un feu rouge banal, qui donnait sur une intersection en forme de T. Aucune autre voiture n'était là, aucune autre lumière était allumée. Il n'y avait qu'un seul lampadaire qui éclairait un banc sur ma gauche, c'est tout. Le rouge vif du feu me brûlait les yeux. J'avais qu'une envie, c'était qu'il passe au vert le plus vite possible pour que je puisse enfin m'écrouler dans mon lit et rejoindre les bras de Morphée. Puis soudain, dans l'attente du feu vert, j'ai regardé autour de moi. Et sur ma gauche, sous le lampadaire, j'ai vu une femme assise toute seule sur un banc d'autobus. Nous avons établi un bref contact visuel et j'ai rapidement détourné le regard. Mais c'était trop tard. Je pouvais la voir du coin de l'œil. Elle était en train de marcher dans ma direction. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué qu'elle portait un sac. J'ai rapidement vérifié que mes portes étaient verrouillées et que toutes mes fenêtres étaient levées. J'ai ensuite déplacé mon pied droit au-dessus de l'accélérateur, juste au cas où, et je me suis préparé à ce qui allait arriver. J'espérais que ce ne serait qu'un échange gênant, et je priais pour que le feu passe au vert avant qu'elle ne m'atteigne, afin que je puisse simplement m'échapper de cet instant gênant qui allait arriver. Elle a marché jusqu'à ma fenêtre, a posé son sac et a commencé à taper à ma fenêtre. Je la regardais nerveusement, et elle me fit signe de baisser ma fenêtre. J'avais des fenêtres automatiques, alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai légèrement effleuré avec mon doigt l'interrupteur. La fenêtre s'est déplacée au microscope vers le bas.
mais elle n'a pas semblé s'en apercevoir ni s'en soucier. Elle se pencha et commença à parler. Excusez-moi, j'ai mon petit ami qui m'a battue. Là, j'ai un ami qui habite en bas de la rue. Est-ce que vous pouvez m'y déposer, s'il vous plaît? Avant d'aller plus loin, je dois vous décrire cette personne, pour que vous compreniez la suite de l'histoire. Elle était petite, maigre, et c'était littéralement impossible de lui donner un âge. Soit elle avait la vingtaine et avait vécu plus de 20 ans dans la rue, soit elle avait la soixantaine et elle avait vécu une vie très difficile dans la rue. Tout ça pour dire qu'en la regardant, il n'y avait aucun moyen de vérifier son histoire. Elle avait l'air battue sans aucun doute, mais plus par la vie que par quelqu'un. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez elle, dans sa façon de se mouvoir, sa façon de parler, comme quelque chose de robotique, quelque chose qui n'avait rien d'humain. Était-elle droguée, fatiguée? Impossible de vous le dire. Et je n'arrivais pas à distinguer ce qu'il y avait dans son sac, même si d'apparence, il avait l'air sacrément lourd. Après m'être concerté avec moi-même pendant quelques secondes, je lui ai dit que je devais absolument rentrer chez moi et que je ne pouvais pas la raccompagner. Après mon premier refus, elle s'est penchée plus près et a répété la même chose. Excusez-moi, j'ai mon petit ami qui m'a battue. Là, j'ai un ami qui habite en bas de la rue. Est-ce que vous pouvez m'y déposer, s'il vous plaît? D'une façon polie et courtoise, je lui ai redit que j'avais un couvre-feu et que je devais rentrer à la maison. Mes parents devaient être morts d'inquiétude à l'heure qu'il est. Elle s'est penchée une troisième fois et a recommencé sa déclaration. J'ai mon petit ami qui m'a battue. Mais à cet instant, le feu est enfin passé au vert. J'ai lentement levé le pied du frein et j'ai commencé à rouler lentement vers l'avant en lui marmonnant des excuses. Elle n'a pas bougé. Elle a juste regardé la lumière passer au vert, puis m'a regardé à nouveau. Elle s'est penchée un peu davantage et a dit 6 mots qui me hantent encore aujourd'hui. T'as pris la bonne décision. Puis elle ramassa son sac et retourna vers le banc. J'ai passé le feu de circulation. Je commençais à avoir des larmes qui remplissaient mes yeux. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle avait l'intention de me faire. Peut-être qu'il y avait des personnes qui attendaient et auraient surgi des buissons dès l'ouverture de la porte. Qu'avait-il dans son sac? Qu'est-ce qu'elle aurait pu me faire si je l'avais laissé entrer dans ma voiture? Mon Dieu, décidément c'est sûr, rien de bien ne se passe la nuit. Et c'est ainsi que s'achève notre deuxième histoire. Alors, avez-vous réussi à deviner quelle histoire proviendrait d'It et quelle histoire est la mienne? J'espère vraiment que ce nouveau format vous a plu. Si vous avez aimé ce genre de concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et à la partager. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de continuer à regarder mes vidéos. Pensez également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao.